Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, accompagné ce soir de Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous et à toutes. Ça va, ravi de te retrouver à l'antenne avec moi, voilà, c'est super sympa. Merci, ça me fait toujours plaisir. C'est gentil. Toujours plaisir. Eh bien, Je vais ce soir, rappeler le chat oui. Tout de suite. Vas-y, comme ça, dès le début. Les personnes peuvent poser leurs questions. C'est ça. Alors, c'est en minuscule tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Je répète, tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Voilà, merci pour vos questions. N'hésitez pas. Et ce soir, eh bien, nous sommes ravis, vraiment ravis de recevoir avec nous Dominique Lormier, qui est historien, qui a écrit beaucoup de livres. On va en parler bien sûr tout au long de la soirée. Alors déjà, bienvenue et bonsoir Dominique. Bonsoir. Tu vas bien ? Ah bah très bien, en pleine forme. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation Dominique, c'est vraiment très sympa. C'est avec plaisir, hein. Voilà. Et en plus, on remercie notre amie Marie Sorlo des éditions Symbiose, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, c'est une amie, donc voilà. Donc je la remercie. Oui, et donc nous allons parler de ton dernier livre qui s'appelle « Sur les traces de mes vies antérieures et autres récits fascinants de la réincarnation » qui est sorti là en 2025, il n'y a pas longtemps. Voilà, il est sorti le 23 octobre. Voilà. Donc voilà. Et toi, Dominique, comme je disais, tu es historien, hein, c'est ça. Je veux dire, c'est surtout le premier métier, c'est historien. Alors, disons, je suis écrivain, historien, mais je vis de ma plume depuis une quarantaine d'années. Oui, voilà. Ça fait, oui. Tu as écrit beaucoup de livres, par exemple, concernant... ouvrages, à peu près, notamment spécialisés sur la Seconde Guerre mondiale et la Résistance, mais également des biographies, un petit peu de littérature, et également des ouvrages de spiritualité. J'ai déjà écrit des livres sur la réincarnation, c'est un sujet qui me passionne, et puis je pratique dans le bouddhisme depuis une trentaine d'années. D'accord. Et tu es chevalier des arts et des lettres également ? Non, je suis chevalier de la Légion d'honneur. Ah ben je vais te mettre arts et des lettres et de la Légion d'honneur en même temps, comme ça c'est bien. Voilà. D'accord. Ça sera les deux pour le prix d'un, tu vois Dominique. D'accord. Mais tu es passionné depuis l'enfance par tout ce qui est attrait à la spiritualité. Enfin, je sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours concernant ce domaine. J'ai eu une expérience à l'âge de 3 ans, ce que je raconte d'ailleurs dans le livre. Oui. J'ai eu un maître bouddhiste qui m'est apparu dans un corps de lumière qui s'est fondu en moi. C'était en région parisienne, donc j'avais 3 ans à l'époque. C'était au moment de Noël. Je me rappelle très bien que j'ouvre la porte vitrée qui donnait sur le salon. Je suis devant un magnifique sapin de Noël et d'un seul coup, il y a un être de lumière visiblement asiatique à ses traits parce qu'il était dans un corps de lumière, mais on voyait quand même les traits de son visage. Et qui s'est fondu en moi, et j'ai fait une expérience inoubliable d'amour infini au-delà de toute forme conceptuelle. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans un bain d'amour infini. Mais ça a dû te marquer pour toute ta vie, parce qu'à 3 ans, quand même, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui reste vraiment tout le temps. Oui, alors ça m'a, semble-t-il, marqué. Alors, assez curieusement, ça s'est en partie effacé de ma mémoire. Ça m'est revenu durant les années 80, au moment où, lorsque d'ailleurs j'ai rencontré mon épouse, Inès. Et puis après, ensuite, j'ai pratiqué dans le bouddhisme. Je dirais que ça s'est davantage aiguisé au niveau de la mémoire. Donc, de plus en plus, j'avais des souvenirs précis sur cet événement. Et il y avait une autre chose de particulier, c'est lorsque j'ai eu l'apparition de ce maître, il y avait à côté, pas très loin, un ange gardien, mais plutôt de tradition chrétienne. Et il faut savoir que je me suis marié à l'Église, donc j'ai également un attrait pour le christianisme.
notamment pour les grands mystiques chrétiens et notamment pour Marie-Madeleine et Ah oui, le Padre Pio et d'autres grandes figures. oui, oui. Mais je pratique dans le bouddhisme maintenant depuis une trentaine Depuis une d'années. trentaine d'années. Mais c'est vrai que je me souviens que la première fois que je t'ai eu au téléphone, on a tout de suite parlé des mystiques chrétiens. Ça m'avait marqué aussi. Je me suis dit, tiens, Dominique, il est comme moi, il aime bien aussi voilà, tout ce monde chrétien mystique. Voilà, tout à C'est vrai. fait, notamment Voilà. Maître Eckhart, Aussi, mais voilà, oui. dans la, je dirais, la métaphysique et la spiritualité est très proche du bouddhisme. Oui, Ça oui, oui. reprend un peu ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je la cite nommément, je sais par expérience que le royaume des cieux est au-dedans de nous. Elle reprend d'ailleurs une phrase qui est dans l'évangile de Saint Marc. En vérité, au niveau Oui, de la dimension de la vacuité dans le bouddhisme, c'est à la fois en nous, parmi nous et au-delà de nous. Donc, on oui. retrouve, je dirais, les quatre évangiles qui, justement, parlent justement de cette intériorité, mais qui est également en nous, parmi nous et au-delà de nous, Oui. de cette spiritualité, et que l'on retrouve également dans le bouddhisme. D'accord. Mais alors, tu sais, parce que moi, Dominique, je t'avoue que je connais pas bien le bouddhisme. Justement, c'est grâce à toi que je découvre aussi. Parce qu'il y a plusieurs styles de bouddhisme. Le bouddhiste zen, c'est ça Vajrayana, Voilà, comment on peut alors il y expliquer a en fait? trois écoles, il y a le Theravada, le Oui, Mahayana. Le Theravada, c'est l'école des anciens, oui. euh, originelle du bouddhisme. Il y a ensuite le Mahayana qui a développé également la notion de bodhisattva, c'est-à-dire des êtres qui choisissent de revenir, bien qu'ils aient atteint l'éveil, le nirvana, ils décident de revenir pour continuer à aider les êtres qui sont dans la souffrance. Ce qui ne veut pas dire que ceux du Theravada sont totalement indifférents à la souffrance, au contraire, ils sont également très actifs à ce niveau-là. Et il y a ensuite le Vajrayana, qui est le bouddhisme tibétain, qui lui est un bouddhisme plus ésotérique avec la pratique des divinités et des mantras et qui permettent d'atteindre l'éveil assez rapidement. D'accord. Je crois que c'était Kalun Rinpoche disait que le Theravada on avance en vélo, le Mahayana en voiture et avec le Vajrayana en avion supersonique. Ah oui, Voilà. carrément, voilà, c'est ça, quoi. Voilà, Ouais, voilà, ouais, c'était, ouais, ouais. mais je dirais, il faut le prendre au second degré. Oui, bien sûr, oui. Disons que ça ne veut pas dire que dans le Vajrayana, on va pas, je veux dire, dans le Theravada, on ne va pas avancer rapidement. Il y a des êtres très Hmm. avancés spirituellement dans le Theravada, dans le Mahayana également, et bien entendu dans le Vajrayana. Et le Vajrayana, c'est le bouddhisme tibétain, tantrique tibétain, avec D'accord. des tantras et également l'application. Donc, on se relie à des divinités qui sont reliées elles-mêmes au Bouddha Amitabha, qui est le Bouddha de l'amour infini et qui règne dans le paradis des béatitudes de Gyowachen. Voilà. D'accord. Et bien, alors, quand on dit le bouddhisme zen, par exemple, Dominique, c'est quoi? Ça consiste. C'est quel bouddhisme, en fait? Alors, c'est le bouddhisme du Mahayana que j'ai pratiqué d'ailleurs, parce que j'ai démarré avec le bouddhisme Mahayana pendant quelques années. Et c'est un bouddhisme qui est uniquement centré surtout sur la méditation, hein, assise silencieuse. Et je dirais que la plus grande. Et puis il y a également ce qu'on appelle les koans, qui sont des phrases qui permettent de casser, je dirais, l'ego et toute approche conceptuelle. C'est-à-dire, il s'agit d'accéder à un autre niveau de connaissance qui n'est plus conceptuel, mais qui est une connaissance de l'esprit et que l'on retrouve également aussi dans la mystique chrétienne, puisqu'on parle de théologie cataphatique et l'étude, je dirais, des textes au niveau de la pensée conceptuelle, et ensuite apophatique, c'est-à-dire au-delà, ça reprend le terme apophase, le terme grec du christianisme ancien, qui veut dire au-delà de toute forme conceptuelle, et qu'on retrouve aussi dans la mystique chrétienne. Donc ce n'est pas D'accord. propre uniquement au bouddhisme, mais ça existe aussi dans la Hmm. mystique chrétienne, cette Bah, c'est approche. intéressant parce qu'en plus, comme tu parles de l'ego, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Tu sais maintenant, bon, tu connais les spiritualités. Bon, moi, New Age et tout, c'est pas mon truc du tout, ça tu Oui, connais. oui, Mais oui. ils parlent beaucoup de l'ego. Alors, tu as des gens qui disent, oui, il faut absolument casser l'ego. Faut plus qu'il y ait... Et d'autres, mais non, parce que s'il n'y avait pas d'ego, il y aurait pas, on serait pas là. Il y aurait pas notre propre Absolument, non, personnalité. non. Il s'agit d'adoucir l'ego, qui soit plus le moins envahissant. Oui, voilà, C'est-à-dire, oui, 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 je il comprends. s'agit de l'utiliser d'une manière positive. Oui. Voilà. Mhm. Il s'agit de l'utiliser en l'orientant, je dirais, d'une manière positive, de manière à développer les qualités de l'éveil, à savoir l'amour, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité, et non plus être enfermé dans, je dirais, l'orgueil, la jalousie, la haine, la colère, etc. Oui, oui, je comprends. Ça me parle en tout cas ce que tu dis. Merci beaucoup pour toutes tes explications parce que franchement, c'est fluide, Dominique, c'est très clair. Merci beaucoup. Vraiment. Mais j'essaie toujours d'être, je dirais, accessible à tout le monde. Je dirais que c'est un C'est peu la important. démarche
qui est lié peut-être à ma mère, qui était un être très altruiste, puisqu'elle était responsable du secours populaire à Bordeaux et des paralysés de France à Pessac, en région de Bordeaux. C'était un être très altruiste et qui était accessible à tout le monde. Et j'ai développé également ces qualités Ah oui, ça je confirme que tu spirituelles, l'as. mais qui existait également aussi chez quelqu'un qui a eu un rôle important dans ma vie. C'était mon beau-père, Antoine, qui était également un être altruiste et également qui avait des dons de clairvoyance aussi. D'accord, ah oui. Bah alors, bon, on va y aller au fur et à mesure Et tranquillement, bien hein, entendu, mon épouse Inès, qui m'a fait découvrir, je dirais aussi, les qualités, les vertus du christianisme. Ah, c'est Inès qui t'a fait découvrir aussi le christianisme. Enfin, oui, oui, oui. Alors, j'ai été élevé, je dirais, Mais t'étais dedans un peu quand même. dans une famille qui était non pratiquante, mais qui mettait en pratique, je dirais, les qualités du christianisme, c'est-à-dire le don de soi, mais également le fait d'aider les autres, etc., qui étaient dans la souffrance. Et c'était d'un point de vue essentiellement, je dirais, social, hein. Oui, Il oui, n'y oui, avait bien pas sûr. d'ouverture réellement spirituelle. Là, c'est différent après. Et ce qui m'a d'ailleurs un peu manqué, c'est par la rencontre avec Inès que je me suis Mm. ouvert justement à la tradition chrétienne, même Oui, si dans ma jeunesse, j'avais eu également aussi un attrait pour les grandes spiritualités. Et notamment, j'ai découvert durant l'adolescence l'œuvre métaphysique de René Guénon, qui a été un grand maître en métaphysique. Il avait été initié justement à la tradition mystique apophatique chrétienne, au taoïsme également, au védantisme, et il a fini dans une confrérie soufie. Il a écrit pas mal d'ouvrages. d'accord. Mais alors, dis-moi, Dominique, excuse-moi, mais est-ce que c'est le même René Guénon, parce que je me suis posé la question, qui a écrit L'erreur spirit ou c'est pas lui? Oui, oui, absolument. Ah, C'est c'est lui le même, aussi. d'accord. Voilà. Ok. Alors là-dessus, je ne le suis pas totalement. Parce que Il y moi, a je suis des pas choses. trop branché, je t'avoue, je l'ai lu, mais j'étais pas forcément d'accord avec lui pour tout ça. Mais c'est Non, lui, non, ben d'accord. moi non plus. Il y a des aspects intéressants sur l'œuvre de Guénon et Oui, oui, des aspects. Il avait un côté un peu trop doctrinal par moment, mais néanmoins, tout l'aspect du soufisme et la connaissance des symboles sacrés dans les grandes religions, je dirais que c'est ça qui a joué un rôle important dans mon évolution spirituelle. oui. Par contre, il avait un regard parfois un peu réducteur et quelquefois, je dirais, un peu sectaire, Bah, c'est notamment ça, sur enfin, c'est ce que je me le suis dit en spiritisme, lisant. Ouais. etc. Mm. Oui. Mais c'est bien lui, d'accord. Du fait qu'il avait fréquenté également aussi les néo-thomistes, et je Oui, crois qu'ils n'ont pas eu forcément toujours, je dirais, je dirais ils l'ont pas, ils l'ont un peu enfermé, je dirais, dans des poses parfois doctrinales, mais il s'est davantage ouvert à la fin de sa vie par la découverte du soufisme, justement. oui, 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 c'est ça, c'est ce que j'avais lu, mais je te dis, bon, voilà, il a écrit pas mal de bouquins aussi en même temps, René Guénon. Donc, voilà. Voilà, et ben, qui était édité d'ailleurs chez Gallimard, hein. Oui, Il a oui. écrit Le règne de la quantité et Le signe des temps, La crise du monde Mm. moderne, qui sont tout à fait intéressants et tout à fait d'actualité dans le monde dans lequel on vit actuellement. Il avait vu des choses qui allaient arriver et qui malheureusement se sont passées. Ben oui, c'est ça, exactement, comme tu le dis, oui. Alors, n'hésite pas, bah, Myriam, évidemment, s'il y a des questions sur le chat, et si toi, tu as des questions aussi, parce que je sais que pour le bouddhisme, je pense que tu avais des questions aussi, puis après, on va la plonger dans le livre de Dominique aussi, même si on y est déjà, tu vas me dire, avec le bouddhisme, mais n'hésite pas si tu as des questions aussi. Alors oui, alors déjà, il y a les auditeurs qui disent sur le chat qu'on a du mal à entendre correctement Dominique et demandent si éventuellement, est-ce qu'il est loin du micro ou est-ce qu'éventuellement il peut se rapprocher un peu parce que les auditeurs Voilà, disent que... Ah, ça sera mieux. peut-être mieux. ah, voilà, Ah, voilà, c'est Voilà. super. bon. Dominique, c'est parfait. Je me suis dit, mais Bon, il est peut-être tout près, donc je vais pas l'embêter, mais là, c'est génial, génial. Ok, voilà, Parfait. là c'est génial. bon. C'est bon, c'est Oui, c'est parfait. parfait, Voilà, merci Là, c'est voilà. beaucoup. parfait. Pas de Bon, rien. alors. Merci. Moi, j'avais déjà une première question par rapport au livre. Quand tu dis en janvier 98, je découvre la méditation zen bouddhique japonaise dans un dojo à Bordeaux. Donc, Oui. est-ce que c'était zen Soto ou zen Rizai? Non, c'était le Zen Soto, c'est-à-dire c'était des D'accord. disciples de maître Deshimaru. Oui, Et c'est eux qui m'ont vraiment permis je dirais, d'approfondir la connaissance du bouddhisme par la voie de la méditation, je dirais, pure et dure, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment centrée sur la pratique méditative. Et parmi ces maîtres, il y en avait un qui malheureusement est décédé l'année dernière, qui était Philippe Delahaye, c'était un disciple de maître Deshimaru. Et il avait également il était d'origine chrétienne et il avait également un grand intérêt pour la tradition mystique chrétienne. Il avait lu Saint Jean de la Croix, Maître Écart, etc. Et il avait tissé un lien, je dirais, entre les deux traditions spirituelles dans une dimension justement apophatique, c'est-à-dire au-delà de toute forme conceptuelle qu'on retrouve chez les grands mystiques.
Oui, justement, tout à l'heure, tu disais par rapport aux trois, comment tu appelais ça Les 3 écoles. les trois écoles, merci. Oui. Alors je pense, enfin après, moi c'est ce que j'ai compris dans la pratique Zen Soto, il y avait aussi bon, donc ces deux écoles Zen Soto et Zen Rinzai, et Oui. que en fait donc le Zen Rinzai c'était un peu l'éveil subite, on va dire, et que le Zen Soto c'était l'éveil progressif, puisque Oui. effectivement il n'y a pas, à part les kusen, donc c'est ce qui est dit pendant la méditation Tout à fait. par le maître, en fait, pour justement enseigner ce qu'est le zen. Et, euh, et justement, par rapport à ça, j'ai quand même une question par rapport à ton livre qui m'a beaucoup intéressée, justement, sur la différence entre guillemets, bon, pour l'instant je trouve pas un autre mot, mais on va dire oui, la pseudo-différence entre justement le bouddhisme zen et le bouddhisme tibétain, parce que ce que j'ai compris, en tout cas dans ces deux enseignements, c'est qu'il y a un enseignement qui dit que en fait, donc dans le zen japonais, il n'y a pas d'âme, donc on ne peut pas se réincarner, que c'est juste une, euh, une énergie, on va dire ça comme ça, quand la personne décède, et que par contre, dans le bouddhisme tibétain, il y a une réincarnation, donc on parle d'âme par rapport à ce que voilà, par rapport à ce que dit normalement, si j'ai bien tout compris. Après, je peux faire des erreurs, hein, je suis pas. Et plutôt d'un principe conscient, c'est-à-dire, ça rejoint d'ailleurs ce que. Alors, si, il y a quand même la notion de réincarnation dans le zen également aussi, hein. J'ai rencontré des maîtres zen qui parlaient justement de la notion de réincarnation. Néanmoins, ils ont une approche plus pragmatique. Ils estiment que peut atteindre l'éveil en cette vie. On n'a pas à se poser de questions sur les questions de réincarnation, puisqu'on peut atteindre l'éveil justement par la pratique de la méditation. Donc, ils n'ont pas, je dirais, l'approche plus élargie que l'on peut retrouver dans le bouddhisme tibétain, qui pose justement la question, elle, de la réincarnation. Mais la question de la réincarnation, on la retrouve dans les 3 écoles du bouddhisme, hein, que ce soit le Theravada, le Mahayana ou le Vajrayana, hein. Donc, mais D'accord. il est vrai que dans le bouddhisme tibétain, il y a la notion des tulkus, c'est-à-dire ces maîtres qui, bien qu'ayant atteint l'éveil, décident de reprendre forme humaine, de se réincarner pour continuer à aider les êtres. Il Mais y a c'est également aussi intéressant, la, hein. Les il y a tulkus, c'est... également aussi la notion de samsara, c'est-à-dire Oui. des renaissances en fonction de ce qu'on a fait et des différentes formes d'incarnation que l'on peut avoir. Il y a également aussi le fait qu'il y a la notion de terre de lumière dans le bouddhisme tibétain, c'est-à-dire des formes paradisiaques que l'on peut atteindre, et notamment celle de Dewa-Chen, qui est ouverte à des gens qui ne sont pas forcément très avancés spirituellement, mais qui ont une grande dévotion dans la pratique et qui peuvent atteindre le paradis des béatitudes de Watchen. Donc, je dirais que la notion d'âme, en vérité, dans le bouddhisme, il y a eu une polémique là-dessus. Il y a ceux qui disent non, il y a ni âme, ni soi, etc. En vérité, il y a un soi relatif et un soi, et ensuite, après, il y a la nature de Bouddha. Mais il y a quand même un soi, je dirais, relatif, puisque sinon, on n'existerait pas sous forme humaine, etc. Donc, il y a, je dirais, les deux, mais d'une manière relative. C'est-à-dire, il y a une réalité relative qui est la réalité de notre existence terrestre et une réalité ultime qui est la nature de Bouddha et qui, elle, est au-delà de toute forme conceptuelle, au-delà de la notion de tout temps et d'espace et qui est l'éveil ultime. Et donc, on n'est plus dans les formulations conceptuelles que l'on peut voir dans l'approche purement relative. Oui, mais c'était aussi par rapport à la foi des personnes, puisque par rapport à nos croyances et la foi donc qu'on pratique selon
bah, la religion, on va dire. Moi, je trouvais que c'était important aussi de pouvoir voilà, parler de cette notion d'âme Alors dans le bouddhisme, on parle de- surtout d'esprit, hein. C'est-à-dire il y a ouais. une âme d'un point de vue relatif, mais il y a surtout la notion d'esprit qui est au-delà. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne, on faisait très bien la distinction entre la psyché, l'âme et l'esprit. Voilà. Mhm. Jean-Pierre Schnitzer avait d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui était très intéressant et on le retrouvait notamment dans le platonisme et également chez les philosophes grecs. Il faisait la distinction entre ces trois aspects et il disait bien que la notion d'esprit était véritablement ce qui était au-delà de la mort et je dirais euh, qui était véritablement, je dirais, ce qui nous relie véritablement à la nature de Bouddha. D'accord. Ah oui, mais les Tulkus, tu en parlais Dominique, les Tulkus, par contre, eux, après leur incarnation, enfin, ils savent qu'ils ont été avant, c'est ça en fait, ils ont, Oui, oui, oui. hein, c'est Oui, ils ont ça. Si tu veux conservé. expliquer, c'est super Oui, intéressant, oui, hein, vraiment ça. oui, oui, ils savent qu'ils ont vécu, Oui, qu'ils ont été des maîtres bouddhistes, parce qu'ils ont atteint l'éveil. De toute façon, ils se sont des êtres éveillés, donc ils ont le souvenir de leur vie antérieure. Et donc, ils sont, je dirais, ils décident de revenir pour continuer à aider les êtres qui sont dans la souffrance. Le Dalai Lama est un tulku, le Karmapa dans la lignée Kagyupa est également un tulku, mais il y a beaucoup de tulkus dans le bouddhisme. Il y a même eu des occidentaux qui avaient été des grands maîtres bouddhistes et qui se sont réincarnés dans des corps d'occidentaux, hein. Il y a eu il y a le film Little Buddha là, avec de Bertolucci qui raconte le cas d'un jeune Américain, mais il y a eu d'autres cas. Il y a notamment Tinley Tulku qui est un maître bouddhisme tibétain, mais qui s'est réincarné dans le corps d'un jeune occidental qui est franco-américain. Il y a également Gendun Rinchen qui est la réincarnation du grand lama, lama Gendun Rinpoche, qui est un de mes maîtres d'ailleurs et qui s'est réincarné dans le corps d'un jeune Français et qui perdure justement, je dirais, l'enseignement bouddhiste, justement à l'intermédiaire de ce jeune homme qui s'est réincarné. Donc, oui. c'est des phénomènes qu'on voit, je dirais, d'une manière régulière dans le bouddhisme tibétain. Et Non, mais c'est on a des ça qui est preuves, je intéressant. dirais, on a des preuves scientifiques, puisqu'on a Oui, certains de ces tulkus qui ont été en mesure de donner euh, des des détails et tout. endroits, des détails et des Mm. endroits où étaient cachés des objets qui avaient été perdus depuis 300 ans Eh oui. et qu'on pu être retrouvés parce que justement ils avaient cette notion de pouvoir, je dirais, faire redécouvrir ces objets qui avaient été Mm. perdus puisqu'ils avaient atteint l'éveil. Et là, c'est vraiment, je veux dire, c'est concret, hein. C'est pas des trucs qui ont été dit ou quoi. Ça a été trouvé vraiment, et Voilà, c'est ça qui est intéressant, justement. oui, ça a été prouvé scientifiquement. De Bah toute oui, façon, voilà, maintenant, c'est ça. on a, à travers les travaux du docteur Ian Stevenson, qui a été un grand psychiatre américain, et les Oui. travaux du docteur Jean-Pierre Schnitzer, que j'ai connu personnellement, qui était également un médecin psychiatre, on a des preuves, je dirais, physiques de la réincarnation, parce qu'on a eu le cas de jeunes enfants qui se sont réincarnés avec des traces de blessures d'une mort précédente qui avait été une mort violente. Et dès l'âge de 3 ans, ils ont été en mesure de dire qu'ils étaient morts dans telles conditions. Ils ont été capables de donner leur identité précédente. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été menées dignes d'un juge d'instruction. Et on a véritablement découvert que tout ce qu'ils avançaient avait réellement existé concernant leur vie précédente. On a eu le cas d'un jeune pilote américain, d'un jeune américain qui s'est réincarné dans les années 2000 et qui a été en mesure, qui dessinait dès le plus jeune âge des avions qui s'est écrasé dans le Pacifique. Et il se trouve qu'il avait été pilote dans une vie précédente, qu'il avait été abattu par des avions japonais et qui s'était écrasé dans le Pacifique et qu'il était mort à ce moment-là. Il s'était réincarné dans le corps de ce jeune Américain et ce jeune Américain, dès qu'il été en âge de parler, de pouvoir dessiner, a été en mesure de donner l'identité de ce pilote, etc. Mm. En plus, il s'était réincarné dans une famille protestante qui ne croyait pas du tout à la réincarnation et qui finalement, devant les faits, je dirais, irréfutables qui étaient avancés, ont fini finalement par reconnaître qu'effectivement, il était là bien la réincarnation de ce pilote américain.
Oui. d'autant plus qu'il a pu donner des précisions tout à fait extraordinaires sur sa sœur qui était toujours en vie. Et Ce voilà. qui est bien, c'est qu'ils ont fait des enquêtes, et ça, c'est ça qui est génial, justement. Oui, et Ils ils ont vraiment retrouvent en plus trouvé. leurs anciens parents, Ben s'ils oui, ont eu des voilà. morts violentes, etc., ou leur sœur, ou la famille. Donc, c'est vraiment là où je dirais, totalement prouvé d'une manière précise. Oui, mais pour cette anecdote là que tu racontes, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enfant, enfin, il arrivait pas, enfin, il vivait que par ce qui s'est passé, par l'accident, par trouver, et après il a Absolument. vécu normalement, bah comme un enfant. Voilà, Enfin, il s'en est ensuite libéré. voilà, ils Moi s'en j'ai eu est. une expérience un peu similaire, on aura l'occasion d'en parler, Oui, puisque je suis oui, la réincarnation également d'un pilote allemand qui est mort dans la Seconde Guerre mondiale. Et au voilà. mois de juillet, j'avais toujours des maux de tête assez terribles. Et grâce à la révélation qui m'a été faite par la médium Pascal Lafargue, les maux de tête ont totalement disparu, que j'avais généralement au mois de juillet. Il se trouve que cet Allemand est mort au mois de juillet 1950 d'une blessure à la tête. Donc Oui, il y avait parce que, directement, ouais, je dirais, une réminiscence karmique c'est ça. à ce niveau-là concernant les douleurs que je pouvais avoir à la tête. Oui, Pascal d'ailleurs qui a écrit la préface de ton livre. Oui, absolument, et qui est une médium absolument extraordinaire, que j'ai découvert grâce justement au docteur Jean-Pierre Schnetzer, qui était un médecin psychiatre, mais également bouddhiste, et qui avait, je dirais, en parallèle à la fois sa recherche scientifique et son cheminement spirituel. Donc il était Oui. sur deux chemins qui étaient, je dirais, d'une certaine manière, qui se recoupaient et qui étaient, Mm. je dirais, en harmonie. Il n'y Oui, avait oui, pas, puis je dirais, Pascal, elle fait des enquêtes aussi en plus. Elle cherche aussi. voilà, elle fait des enquêtes extrêmement fouillées et après, il y a des phénomènes de synchronicité absolument incroyables dont j'ai pu faire moi-même l'expérience, mais elle également aussi, puisqu'elle va sur des lieux de personnes qui ont vécu dans des vies précédentes et d'un seul coup, il retrouve des personnes qui avaient connu ces personnes-là d'une manière absolument incroyable. C'est ce qu'elle raconte dans ses livres et dans le livre également, dans son enquête qu'elle a fait sur Marie-Madeleine, qui est un ouvrage également passionnant. Oui, oui. Qu'on a eu 2 fois à la radio d'ailleurs, Pascal. Voilà. Et je suis né donc le 3 juin 60. On est arrivé en 1966 dans la région bordelaise, parce que mon père était ingénieur au commissariat à l'énergie atomique et il a fait toute sa carrière près de Bordeaux, au Barp exactement. D'accord. Assez curieusement, un endroit où j'ai eu un accident en 1950, à l'époque où je m'appelais Hans-Wolfgang Schnaufer, Eh oui, le fameux et qui pilote. était un pilote allemand. Et mon Mhm. père a travaillé, je dirais, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où il a fait toute sa carrière, de l'endroit où je suis décédé en Mm. 1950 dans C'est une pas vie pour rien. précédente. C'est pareil. Voilà. Il n'y a pas de hasard hein, quand même. Voilà, non, non, Franchement. non, c'est des phénomènes de Oui, synchronicité oui, tout à fait carrément. incroyables. Il Mm. faut savoir que j'ai fait une émission, par exemple, sur une chaîne là, que vous connaissez, la chaîne BTLV, Oui, oui. qui fait pas mal de spiritualité. On s'est Oui, retrouvé c'est avec vrai. Bob Belanca. Il se trouve que Bob Belanca avait habité au bar enfant à quelques kilomètres seulement de l'endroit où je suis décédé dans la vie précédente. Et il y avait en plus des origines italiennes, ce qui tissait également un lien Ah oui, avec avec notre le. vie, avec Lendo Guérini, puisque Voilà. j'ai Ouais. pu remonter à deux vies grâce à Mm. Pascal Lafargue, mais également à d'autres aussi. Donc, il y avait eu d'abord Olindo Guerini, qui était né en 1845 et et mort en 1916. Puis ensuite, l'Allemand, qui est né en 1922 et qui est décédé en 1950. Et donc, il y avait à travers, ne serait-ce que même par la personne de, de celui qui s'occupe de cette émission sur BTLV, Bob Belanca, il y avait un lien indirect justement avec mes vies précédentes. Ouais, oui, certainement. Ce qui Hein. était tout à fait Ouais. incroyable et Mm. extraordinaire, parce qu'il avait vécu à l'endroit enfant où j'ai eu l'accident de voiture dans une vie précédente, et un lien avec l'Italie du fait qu'il est d'origine italienne et qui me reliait également à l'italien. Oui, en plus, il y a tout d'un coup comme ça. Il y a, oui, Ah ben, il y a eu vraiment des choses tout à fait incroyables, comme je le raconte dans le livre, oui, oui, oui. c'est-à-dire dès qu'il y a le dévoilement. Bon, alors il faut savoir que j'avais développé quand même des états de conscience modifiés, c'est-à-dire que j'arrivais à me souvenir de certains rêves que je faisais et je voyais qu'ils étaient en lien avec des vies antérieures. Mais je n'arrivais pas à relier les personnes en question que je voyais dans mes rêves, et Mm. notamment l'italien et l'allemand que j'ai vu plusieurs fois en rêve. Et je ne savais pas, et j'avais bien vu que c'était un Allemand et l'italien, que c'était un Italien à son visage, mais du fait du lieu où il avait vécu, parce que j'ai vu également en rêve la maison où il était né, où il est décédé également.
et idem pour l'allemand. Mais néanmoins, je n'avais pas suffisamment, je n'avais pas les capacités qu'a Pascal Lafargue en tant que médium. Et donc, c'est finalement par Pascal Lafargue que j'ai découvert l'identité de ces deux personnes, puisque j'ai eu l'identité de ces deux personnes. Ensuite, je suis allé regarder sur l'ordinateur, bien sûr, parce ils ont été ils sont connus, ils sont des célébrités. Et j'ai eu alors là, je dirais, la révélation, parce que c'était des gens que j'avais vus plusieurs années auparavant dans mes rêves. Mais oui, en plus, mais tu l'expliques en détail. En plus, c'est ça qui est intéressant, Voilà. parce que par rapport au rêve, c'est là que tu crois que ça coïncide vraiment, quoi. Et Il y a alors, il faut quand savoir que même. dans le bouddhisme, c'est justement par le rêve Oui. qu'on retrouve les tulkus souvent. Ce sont Oui, oui, oui. des médiums qui Mm. arrivent par le rêve justement à savoir où se trouve le tulku qui s'est réincarné. Donc Mm. la notion de rêve, de rêve, ce qu'on appelle éveillé, c'est-à-dire on est conscient du rêve, c'est très important dans le bouddhisme. C'est-à-dire la pratique du bouddhisme avait permis de me relier justement à mes vies antérieures, justement par la pratique. C'est vrai que déjà, même Mais si nous on faisait attention à nos rêves, c'est vachement important, c'est vrai, hein, c'est hyper. Il faut les noter. Il y a des règles quelquefois qui sont des phénomènes qui nous annoncent. Alors, ça peut être aussi des rêves qui vont développer des événements. Par exemple, Oui. j'ai eu des événements qui se sont produits et j'avais fait des rêves répétitifs sur les lieux où les événements se sont produits. Mais l'événement s'est produit dans le futur, hein, bien entendu. C'est-à-dire, lorsque j'ai fait ces rêves répétitifs, je ne comprenais pas la signification et je l'ai eu par la suite, notamment sur des lieux, notamment un cours à Bordeaux que j'ai traversé plusieurs fois en rêve. Et finalement, j'ai vécu l'événement par la suite réellement, c'est-à-dire c'était un rêve annonciateur. Et j'ai eu la même chose également avec, notamment au bord de la mer, avec un événement que j'ai eu dans ma vie également. Et je me suis retrouvé à l'endroit précis que j'avais vu plusieurs fois en rêve. Par exemple aussi, je sais qu'avant de rencontrer mon épouse, je rêvais souvent de Biarritz et je ne comprenais pas pourquoi. Et je voyais notamment la côte des Basques, etc. Et je me suis marié quelques années plus tard à Biarritz. J'ai eu un autre rêve aussi de ce type. Je traversais souvent un voyage dans le rêve, un village en Dordogne. Or, c'était le village qui allait donner et qui permettait d'accéder au centre tibétain auquel je vais être rattaché par la suite quelques années plus tard. Et ce rêve était constamment récurrent et répétitif. Mais je n'en connaissais pas la signification. J'ai connu la signification par la suite, justement, par le vécu, justement, par la suite, en me rendant justement à ce centre tibétain, puisque j'ai traversé le village en question que j'avais vu plusieurs fois en Que tu rêve avais vu. quelques C'est années comme si auparavant. tu le connaissais déjà, enfin, finalement, quoi. Ben voilà, Ouais. c'était des rêves, ce qu'on C'était. appelle des rêves Oui, prémonitoires. voilà, oui. Oui, oui. Voilà. D'accord. Myriam, oui, excuse-moi, vas-y, hein, s'il y a des questions aussi, toi, t'as des trucs. oui, alors, j'avais une question juste par rapport à ce que tu nous disais par rapport à Madame Pascal Lafargue. Donc, quand le docteur Jean-Pierre Schnelzer te l'a fait rencontrer, en fait, ensuite, tu lui as demandé de pouvoir t'aider par rapport à ce que tu avais eu en rêve, etc. Et que c'est Oui, comme ça, effectivement, que ensuite tu as pu retrouver les personnes de tes vies antérieures. absolument. Alors, disons que moi, je les avais vus en rêve, mais je n'arrivais pas à les situer. Et c'est grâce à Pascal Lafargue que j'ai pu situer l'identité des personnes et les lieux, etc. Et tout se recoupait. C'est-à-dire, je les avais vus en rêve, mais j'avais pas les noms et les lieux, donc je ne pouvais pas les retrouver via Internet. Et c'est grâce à Pascal Lafargue que j'ai eu véritablement le dévoilement, je dirais, de l'identité de ces personnes et les endroits où ils avaient vécu. Donc, et donc, ça a été, je dirais, un bouleversement pour moi parce que d'abord, ça m'a élargi mon champ de conscience et qui n'est plus limité à la vie actuelle de Dominique Lormier, mais à des vies multiples que j'ai eues précédemment. J'avais rencontré également d'autres médiums avant de rencontrer Pascal Lafargue qui m'avaient parlé d'une vie notamment en Dordogne, dans un château. Et ça s'est recoupé avec d'autres médiums qui m'ont dit exactement la même chose et que Pascal Lafargue avait vu également. Bon, il faut savoir que ces médiums ne se connaissaient pas, donc ils n'avaient pas pu se contacter et donc Ouais. plus ou moins tricher, entre guillemets. Et véritablement, ça se recoupait, je dirais, d'une manière répétitive avec d'autres médiums. C'est-à-dire, ils me redonnaient des informations sur une vie précédente
et qui se recoupaient avec ce que m'avaient dit d'autres médiums, et ces médiums-là ne se connaissaient pas. D'accord. Et alors déjà, il y a eu beaucoup C'est un de... peu des expériences qui ont été faites par Stéphane Alix également, notamment dans un dernier livre là, qu'il a fait, La Preuve, mais également dans d'autres livres qu'il a fait par l'intermédiaire de médiums, justement, et qui se recoupaient, des médiums qui ne se connaissaient pas également, personnellement. D'accord. Oui, Alors, oui. sur le chat, alors d'abord, merci, on te dit merci parce que donc le son maintenant, c'est super. Eh ben, tant mieux. Voilà. Et ensuite, il y a une question de Jean-Yves qui dit: «Est-ce que la réincarnation concerne le plus grand nombre ou est-ce plutôt un phénomène très rare?» Non, ça concerne le plus grand nombre, parce que normalement, on se réincarne. Mais il faut savoir que le cycle de réincarnation peut être différent en fonction du mode de vie que l'on a eu et de la tradition spirituelle à laquelle on est attaché. Il faut savoir que jusqu'au concile de Nicée, la réincarnation était admise dans la tradition chrétienne, et on la retrouve d'ailleurs dans le judaïsme également. Les Esséniens, qui étaient finalement ceux qui étaient les plus proches de Jésus, croyaient en la réincarnation. Hein, donc, c'est simplement à partir, pour des raisons certainement de pouvoir et des raisons politiques, que la réincarnation a été mise de côté. Mais il y a notamment des passages de l'Évangile, notamment avec l'aveugle-né, où, je dirais, la notion de réincarnation est clairement admise, etc. Et je connais personnellement pas mal de prêtres ou de religieux chrétiens qui croient à la réincarnation. Donc, disons que c'était actuellement verrouillé pour des raisons de dogme et certainement pour des raisons politiques. Mais je dirais que la réincarnation, il faut savoir quand même que toute l'Asie croit à la réincarnation. Et également, le Brésil croit à la réincarnation du fait justement du spiritisme avec Kardec, puisqu'il y a un véritable syncrétisme au Ouais. Brésil avec à la fois le christianisme et le spiritisme. Et si on regarde par exemple sur un globe, on va se rendre compte que les trois quarts de la planète croient en la réincarnation. Donc, c'est pas simplement un phénomène, je dirais, mineur et qui ne toucherait que quelques illuminés. C'est-à-dire, c'est vraiment une croyance qui, même maintenant, a des retombées, même scientifiques, à travers les travaux de Ian Stevenson, de Schnitzer et d'autres médecins psychiatres qui s'intéressent au phénomène des enfants qui ont des souvenirs spontanés de vie antérieure. Donc, je dirais maintenant, je dirais un fait acquis, à la fois scientifiquement, mais depuis des décennies, bien entendu, et des siècles, par les spiritualités orientales, mais également aussi d'autres spiritualités, puisque je sais que dans le soufisme, il y a la croyance également à la réincarnation. Beaucoup de juifs croient à la réincarnation également. Notamment dans le cadre du dialogue interreligieux, je suis intervenu au centre Yavné et j'ai vu que pas mal de juifs qui étaient présents croyaient en la réincarnation également. Donc, je dirais pratiquement toutes les religions sont ouvertes à cette croyance. Merci beaucoup. Et merci Jean-Yves pour ta question. Hein. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, tu sais, Dominique, est-ce que tu pourrais nous parler justement des premiers flashs italiens que tu as eus? C'est à l'âge de 8 ans, vers 8 ans, c'est ça? Oui, alors, ma mère de 64 à 1974 faisait des séjours de ski dans le Tyrol. Oui. Et donc, on était et quelquefois, on passait la frontière pour aller dans les Dolomites, pour aller skier. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on passait la frontière, j'avais la sensation de retourner au pays. Il faut savoir aussi qu'à l'âge de 4-5 ans, mes parents me faisaient garder par un couple d'Italiens qui habitait pas très loin de chez mes parents. Et là, j'avais vraiment un sentiment de familiarité avec ces gens. C'est-à-dire, ils adoraient les enfants, mais même l'odeur, j'ai encore en souvenir l'odeur de la cuisine, où ça sentait le parmesan, je me rappelle très très bien. Et il y avait accroché au mur des bouteilles de Chianti, vous savez, avec la paille qui entoure la Ah bouteille. oui, oui, Et oui, je je vois. sais que ça m'a marqué. Et j'ai en souvenir le premier plat de pâtes que j'ai mangé enfant. C'était chez eux. C'était donc chez ce couple d'Italiens. Je devais avoir 3-4 ans à l'époque. Et ils m'avaient fait un plat de pâtes absolument délicieuse avec de la sauce tomate. Et là, véritablement, j'ai eu une sorte de réminiscence. Il faut savoir qu'Olendo Guerini
dont je suis la réincarnation, a été un spécialiste de la cuisine italienne, culinaire italienne. Il a écrit un livre d'ailleurs qui était un best-seller sur la cuisine italienne. Donc, véritablement, il y avait des réminiscences karmiques à ce niveau-là et que j'ai pu expérimenter en tant qu'enfant. Donc, je dirais, là, ça a été une première réminiscence, je dirais, en tant qu'enfant au niveau gustatif. Mais c'est là qu'on voit que tout est Ensuite, bien fait quand même. Regarde, tu as été gardé par des Italiens et tout petit, c'est quand même tout à vraiment. fait. Et puis après, le fait d'aller faire ces jours de ski dans le Aussi, oui, Tyrol, oui. et c'était un lieu où il y avait eu la Première Guerre mondiale. Je me rappelle qu'à un moment donné, on a passé la frontière et mon père s'est mis à parler de la guerre qu'il y avait eu entre les Italiens et les Autrichiens sur ces sommets montagneux là, dans les Dolomites durant la Première Guerre mondiale. On voit très bien dans le film, un film d'Hemingway, L'Adieu aux armes, qui est passé régulièrement pendant des années à la télévision, où on voyait les Italiens hisser des pièces d'artillerie sur les sommets des montagnes. Et ça m'avait totalement fasciné enfant. Et on allait souvent visiter un musée du côté d'Innsbruck, pas très loin donc, de la frontière italienne, sur la Grande Guerre, justement, vu du côté autrichien, mais qui rendait hommage aussi au courage des soldats italiens qui avaient combattu dans des conditions extrêmes, donc en haute montagne. Et il faut savoir que le premier livre que j'ai écrit en 86, c'était L'Italie en guerre 1915-1918. Or, il faut savoir qu'Olindo Guerini, l'écrivain italien dont je suis également la réincarnation, sur lequel on aura l'occasion de revenir, a participé à la Première Guerre mondiale et il est mort en 1916, non pas au combat, mais il s'était réengagé, bien qu'il était âgé de 70 ans. Et donc, j'avais véritablement une empreinte karmique à ce niveau-là, par mon intérêt pour l'Italie et cette Première Guerre mondiale, là, dans les montagnes, etc. Et de nouveau, en 1978, ma mère avait organisé un séjour d'adolescents, parce qu'elle était directrice de colonie de vacances et également de centre aéré. Et c'était nous étions des jeunes adolescents, donc on allait dans les Dolomites en Italie et on est allé du côté du lac de Garde et dans les lacs italiens. Et là, véritablement, j'ai eu des sensations, mais je dirais des sensations de déjà-vu, c'est-à-dire de me retrouver à des endroits où j'avais vécu auparavant. Et c'est à ce moment-là que Oui. j'ai commencé à m'intéresser à la réincarnation et aux spiritualités orientales et que j'ai Mhm. commencé à m'y intéresser. Mais j'ai réellement franchi le pas au niveau de la pratique en 1998. Mais Oui. j'avais une connaissance livresque à ce niveau-là, plus les impressions et les expériences que j'avais eues. D'accord. Mais quand tu étais petit, tu faisais du dessin. Enfin, par exemple, tu dessinais aussi du cyprès. Tu avais des phrases en italien qui surgissaient, par exemple, des Alors, réminiscences de phrases. j'avais une attirance inexplicable pour l'Italie. Et dès qu'on disait du mal des Italiens, Fallait ça pas, me quoi. froissait. Je me rappelle, j'avais eu une prof de français, d'ailleurs que j'aimais beaucoup, qui était d'ailleurs une grande mystique parce qu'elle a fini vierge consacrée au Carmel de Talence. Oui. Mais elle avait des préjugés, par exemple, sur les soldats italiens qu'on présentait souvent comme je dirais, des soldats peu courageux, etc. Et elle a fait plusieurs fois des mentions à ce niveau-là, et ça m'avait particulièrement froissé et courroucé, à tel point que j'ai écrit un livre justement en 1986, L'Italie en guerre 1915-1918, c'était mon premier livre, j'avais 26 ans à l'époque, et je réhabilitais totalement la valeur des soldats D'accord. italiens qui, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, Hmm. s'étaient battus très vaillamment. Il y a eu quand même 700 000 soldats italiens Bah oui, quand même. morts pendant la Première Guerre Je mondiale. croyais que t'allais dire, Dominique, je lui ai envoyé le bouquin, comme ça, tu vois, au moins, c'est bon, quoi. Ah bah je lui avais offert le bouquin Ah bah après, voilà, donc tu vois, c'est ça. elle avait revu. D'ailleurs, Elle a vu sa alors, copie, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça. j'ai été son élève qui l'a le plus marqué d'ailleurs, parce En qu'elle plus. elle était très mystique, c'était une grande elle a été vierge consacrée ensuite au Carmel de Talence, près de Bordeaux. Elle aimait beaucoup Hemingway, c'est elle qui m'avait fait découvrir Hemingway, qui avait fait la Première Guerre mondiale justement sur le front italien. C'était une femme de grande qualité. Elle s'appelait Marie-Thérèse Candessu. Et elle avait un lien, son frère a été le président du Fonds monétaire international, Monsieur Candessu, qui a été le président du Fonds monétaire international. Elle a été prof donc dans un bac, dans une école privée où j'étais, à Saint-Vincent-de-Paul à Bordeaux, parce que j'étais pas un très bon élève, hein, il faut le dire. C'est-à-dire, j'étais un enfant, ce qu'on appelle surdoué, mais antiscolaire. C'est-à-dire, je ne travaillais que les matières qui me plaisaient, c'est-à-dire le français et la littérature et l'histoire. Voilà, entre parenthèses.
Mais donc, cette dame a joué un rôle important parce qu'elle a éveillé en moi également aussi ce ressenti de la fierté des Italiens et d'être Italien et qu'on ne devait pas les critiquer. Voilà. Et donc, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça me froissait Bah, c'est intérieurement. ça, c'est vrai que Et c'est par la intriguant suite, quand même, quand t'es oui, et petit, comme ça, surtout quand que t'es dans plus ma jeune. famille actuelle, je n'ai aucune origine Eh italienne. Mon ben père oui, a en des origines plus. lorraines et ma mère du côté de la Sarthe, donc aucune origine italienne. Donc, je comprenais pas pourquoi à chaque fois ça me pinçait Hmm. le cœur et ça me courrouçait dès que j'entendais qu'on disait du mal des Italiens et notamment de leurs valeurs en tant que soldats, alors qu'ils avaient été en vérité héroïques et très courageux. Donc, j'ai voulu rétablir, je dirais, une injustice historique en écrivant ce premier livre en 86, Hmm. et ce Ce qui qui se a comprend. réveillé en moi davantage de souvenirs sur cette vie antérieure. D'accord. Mais alors, même les odeurs et tout, ça a dû te marquer. Par exemple, bah voilà, en Italie, forcément, il y a des odeurs bien spécifiques. Tu parlais de la nourriture et même les paysages et tout ça, parce que bon, moi, je suis sensible aux odeurs, hein, c'est pour ça que j'en parle aussi. Ça a Oui, dû te marquer aussi, pareil, je ah oui, pense, hein. totalement. Totalement. Et je me rappelle très bien, il y a eu un moment donné, on était avec le groupe là, en 1978, c'était au mois de juillet, on était place Saint-Marc à Venise, et d'un seul Hmm. coup, c'était féerique, hein, puisqu'il y avait un feu d'artifice, et on a vu défiler une unité de bersaglieri italiens qui défilaient au pas de course avec leur chapeau à plumes et tout en jouant de la trompette. Et ça m'a. Alors là, j'ai été, je dirais, j'ai eu une sorte d'extase parce que j'ai été fasciné par la beauté des bersaglieri. Et il faut savoir qu'Olendo Guerini, justement, l'Italien dont je suis la réincarnation, avait participé aux guerres d'unification en Italie, dans la guerre nationale et également dans les Bersaglieri. Donc voilà d'où venait cette passion donc pour l'Italie également avec les Bersaglieri. Voilà, ouais, Et il faut d'accord. savoir aussi qu'adolescent, j'ai écouté beaucoup Verdi, la musique de Verdi. Or, la Oui, musique de Mhm. Verdi a été véritablement une des musiques de l'unification de l'Italie. Toute la musique de Verdi est très imprégnée du Risorgimento, c'est-à-dire de l'unification de l'Italie. Et j'avais véritablement des frissons dans tout le corps dès que j'écoutais cette musique. Et j'ai été persuadé d'avoir vécu en Italie à cette époque-là. Et effectivement, j'en ai eu la révélation par Pascal Lafargue, par la personne d'Olendo Guirini. d'accord. Alors attends, il y a des questions, Myriam? Vas-y, hein, sinon. Oui, Comme ça, on oui. continue Il y après. a une question notamment de Pastef. Comment avez-vous construit progressivement votre identification à Olindo, précisément, et pas un Italien de la même période ou de l'entourage d'Olindo? Et donc, Alors, sa question, en fait, ouais, il dit très intéressant. que sa question a pour objectif de comprendre les perceptions qui ont permis cette identification. Ah oui, alors c'est très intéressant parce que il se trouve que j'ai écrit également deux biographies sur Gabriele D'Annunzio, le grand poète italien, qui s'intéressait d'ailleurs beaucoup à l'ésotérisme et qui a eu d'ailleurs des initiations à ce niveau-là. Il faut savoir que Gabriele D'Annunzio, dans un premier temps, j'ai eu la perception que je pouvais de la réincarnation de Gabriele D'Annunzio. Or, il faut savoir que D'Annunzio était un grand ami d'Olendo Guerini, et même D'Annunzio a été inspiré en poésie par Olendo Guerini et par Giossi Carducci, qui ont été trois auteurs phares de la littérature italienne à cette époque-là. Et c'est assez curieux parce que finalement, D'Annunzio, c'était la clé pour aller vers Olendo Guerini, et cette clé, elle m'a été ouverte justement par Pascal Lafargue. C'est-à-dire, j'avais une attirance inexplicable pour D'Annunzio, alors qu'à l'époque, dans les années 80, c'était un auteur qui était mis un peu à l'écart. Il était même vu un peu d'une manière un peu sulfureuse parce qu'il avait eu, semble-t-il, des liens avec le fascisme. D'ailleurs, j'ai pu démentir justement ce fait, mais notamment également, il y a eu une excellente biographie qui a été écrite par l'ancien ambassadeur d'Italie en France, qui a écrit une merveilleuse biographie également sur Gabriel D'Annunzio, et qui démontre qu'effectivement, il n'a jamais eu de lien véritablement avec le fascisme. Enfin, peu importe. Et donc, D'Annunzio avait été, dans sa jeunesse, très impressionné par les écrits de Carducci et de Olindo Guerini. Et, ils ont tous les deux d'ailleurs appartenu également aussi à la franc-maçonnerie opérative et pas spéculative. Je fais bien le distinguo. Donc une franc-maçonnerie traditionnelle qui était fondée surtout sur l'étude du symbolisme sacré que l'on retrouve dans les monuments religieux et spirituels. Et D'Annunzio connaissait donc bien Olendo Guerini. Et le lien que j'avais avec D'Annunzio, c'était la porte
à ouvrir pour retrouver Olendo Guérini. Et je l'ai eu justement grâce à Pascal Lafargue, bien que j'ai eu auparavant, je dirais, des rêves où j'ai vu plusieurs fois Olendo Guérini en rêve, mais je n'arrivais pas à me rattacher à un nom, etc. Et ça, c'est grâce à Pascal Lafargue. Donc, les perceptions de l'Italie se sont faites d'abord par mon intérêt pour la Première Guerre mondiale des Italiens contre les Autrichiens dans les montagnes, du fait de l'enfance où j'avais fait du ski là-bas, du fait également du lien avec la cuisine italienne d'enfants lorsque j'avais été gardé par des Italiens enfants, et ensuite par je dirais, ma fascination pour l'œuvre littéraire et surtout poétique de D'Annunzio et de Giussi Carducci, qui était également un ami d'Olendo Guérini. Giussi Carducci a été le premier prix Nobel de littérature en 1906 et il était également aussi un ami intime de D'Annunzio et de Olendo Guérini. Donc je dirais que ces deux personnages étaient les deux pivots qui allaient me permettre ensuite d'ouvrir la porte vers Olendo Guérini, dont je suis la réincarnation. D'accord. Alors, merci beaucoup pour Steph. Merci Stéphane pour ta question. Et s'il y en a encore, vas-y Myriam. Ouais, il y a une question d'Hélène, Hélène, et oui. sa question, de toute façon, tu en parles dans ton livre, mais je la lis quand même parce qu'elle est très intéressante. Avez-vous entendu parler du corps d'un moine bouddhiste qui a été retrouvé intact en position de méditation en Mongolie? Avez-vous une explication en lien avec la pratique bouddhiste? Donc, c'est dit dans ton livre, mais je te laisse répondre Le lama à en beau. Hélène. Oui, j'en parle d'ailleurs. C'est le lama en beau, j'en ai parlé. Effectivement, il avait annoncé qu'on pourrait réouvrir son cercueil plusieurs décennies après sa mort, je crois plus de 50 ans après sa mort, et le corps était intact. Alors ça, c'est un phénomène que l'on retrouve également chez certains grands mystiques chrétiens, c'est-à-dire qui dégagent, dont le corps est intact et dégage une odeur de sainteté, c'est-à-dire une odeur d'encens que l'on a retrouvé également chez ce maître. Et il faut savoir que le fait de pratiquer intensément le bouddhisme tantrique tibétain, ça a des répercussions sur le corps. Et c'est-à-dire que le corps peut ne pas subir, je dirais, le pourrissement que l'on retrouve chez les êtres ordinaires du fait que ce maître bouddhiste est irradié d'une telle vertu que ça a eu des répercussions sur son corps. Et on a le cas également aussi des reliques, c'est-à-dire de ces maîtres qui sont incinérés, qui décèdent, de ces grands maîtres bouddhistes, et on retrouve des reliques dans les cendres, et qui ont des vertus, un certain nombre de vertus, notamment de pouvoir guérir certaines maladies, etc., comme je l'explique dans le livre. Et le lama Ambo, lui, il y a eu la réouverture de son cercueil au moment où il y avait la chute du communisme, justement, et puisqu'il faut savoir que les bouddhistes avaient été persécutés par le régime stalinien, tout comme les chrétiens et d'autres religions, et l'ouverture de son cercueil annonçait justement une ère nouvelle où il y aurait plus de tolérance religieuse, etc. Et effectivement, c'est ce qui avait été annoncé par ce maître, ce lama Ambo, donc qui était non seulement Ambo, mais embaumé, et en plus, je dirais, qui dégageait une odeur, je dirais, de sainteté. Oui, merci beaucoup pour Hélène. Mais c'est vrai que tu as raison quand tu dis chez les chrétiens aussi, il y en a eu. Oui, c'est pareil, Oui, quoi. bah, de Thérèse Neumann, Oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Bernadette Soubirous, le curé d'Ars, et ainsi de suite. Et il y en a beaucoup également également dans le bouddhisme tibétain également. ouais, c'est ça qui est Oui, intéressant. et Hélène, elle dit c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps. Oui, oui, c'est ça. C'est le pouvoir de l'esprit sur le corps, étant donné que c'est un corps, c'est un esprit qui, je dirais, s'est libéré, je dirais, du samsara et également de tout ce qui a trait au samsara, c'est-à-dire l'ignorance, c'est-à-dire la colère, la jalousie, la haine, etc. Et que c'est un esprit maintenant qui est totalement épanoui, je dirais, dans la dimension de l'amour, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité. Donc, ça a des répercussions, bien entendu, sur le corps, et c'est un corps qui devient un corps spirituel également aussi. Et on a eu le cas aussi du Karmapa, du précédent Karmapa, le 16e Karmapa, qui aux États-Unis était tombé malade, enfin, soi-disant,
et qui finalement, dans l'hôpital de Chicago, il était soigné. On a même les rapports des médecins, donc on a des preuves scientifiques. Il attrapait les maladies des gens qui étaient dans l'hôpital et les gens guérissaient, sortaient guéris. Et lui, du jour au lendemain, changeait de maladie. C'est-à-dire, il avait à un moment donné un cancer à tel endroit et 2 jours après, à un autre endroit. Et à chaque fois, les cancers étaient guéris et finalement, il a décidé de quitter son corps par la suite. Ça a été constaté par les médecins sur place, le docteur notamment Rudolfo Sanchez et le docteur Lévy, qui ont pu Mm. constater justement ces phénomènes miraculeux dont a fait preuve le 16e Karmapa. Et que je raconte d'ailleurs dans le livre également. Oui aussi, mais c'est pour ça, mais c'est bien. Non, mais merci pour tes réponses. Et puis de toute façon, ça encourage justement les auditeurs à lire ton livre, donc c'est très bien. Et merci pour la qualité des personnes qui me posent les questions. Ah bah tu sais, on a des auditeurs, ils sont bons, nous, alors ça va. Je Ah le dis oui, oui, souvent, alors, faut le oui, dire. oui, je trouve. Voilà. Alors, vas-y Myriam, si tu as des questions, parce qu'après, sinon, on pourra raconter un petit peu la vie, justement, de notre ami italien, hein, si vous avez envie. Enfin, je sais pas, si tu veux, Bah, bien il y sûr, a Dominique. peut-être juste Oui, pour aller un petit peu plus loin par rapport, mais c'est toujours dans le livre hein, de Dominique, hein, moi, je suis à fond. ah oui, je sais que tu es à fond, Euh, Myriam. Ah oui, oui. donc, mais justement, dans page 59 et 60, quand tu parles attends, je reviens dessus, voilà, le corps arc-en-ciel, voilà, justement. Euh, euh, Par rapport aux personnes dans le cas de la crémation, que les cendres sont inspectées, qu'on retrouve les petites billes là dont tu parlais tout à Oui, les l'heure. ring cells, donc, ce sont c'est ce qu'on appelle des ring cells, et ce sont des billes qui ont des vertus curatives et également spirituelles. Voilà. Et puis également le corps arc-en-ciel. Alors là, ça va être, il n'y a pas de décomposition du corps ni rien, ni même, je dirais, de stabilité du corps. C'est-à-dire que le corps va se dissoudre dans la lumière, soit dans une lumière lumineuse, c'est-à-dire vraiment une lumière bien, euh, une lumière d'or, je dirais, une vraie lumière, ou soit dans un corps arc-en-ciel. Ça, c'est des phénomènes qui ont même été vus par les Chinois au moment de l'occupation du Tibet, ce qui d'ailleurs les a énormément effrayés. Ouais, c'est ce que je voulais dire, à mon avis, c'est ça, quoi, certainement. Oui, oui. D'accord. Parce qu'ils étaient enfermés dans un rationalisme sectaire Ben oui, c'est ça, quoi. dont on a vu les effets dévastateurs et Hmm. qui ne pouvaient pas admettre la dimension spirituelle. Oui, oui, oui. Alors, Myriam, vas-y, n'hésite pas, sinon, après, comme ça, on peut. Non, bah, je te laisse Oui. poser aussi les questions. Ben, si tu Enfin, veux, déjà, Dominique, nous raconter un petit peu la vie de notre ami, justement, l'italien, notre ami, là, Olindo Guerini. Oui, alors Olindo Guerini est né en, il est né en 1845 et il est mort en 1916. Donc, et alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai retrouvé pas mal de choses en lien avec lui. Il était Mhm. également antiscolaire aussi. Il a eu un parcours assez compliqué. Et finalement, il est devenu directeur de l'université. Il est devenu directeur de la bibliothèque universitaire de Bologne. Alors, il avait d'ailleurs d'abord fait des études de droit, comme moi j'en ai fait également aussi, et puis ça l'a très vite dégoûté. Et puis, il s'est tourné véritablement vers sa passion, c'est-à-dire l'écriture, ce qui a été mon cas également. Donc, il y avait je dirais, un phénomène de répétition dans ma vie actuelle en lien avec Olindo Guerini, et également son attrait, son intérêt pour. Puis, c'était quelqu'un qui pratiquait beaucoup l'autodérision, c'est-à-dire qu'il ne se prenait pas au sérieux. Il avait beaucoup d'humour. Il a critiqué également les dérives intégristes de la religion, puisque c'était un libre penseur en quelque sorte, mais ouvert néanmoins à la spiritualité. C'est-à-dire il n'était pas du tout fermé à la spiritualité, Non. loin de là. Mhm. Et il a vécu, il a été père de famille, hein, et il a eu 2 filles et un garçon, et dans cette vie actuelle, j'ai également 2 filles et un Ah garçon. oui, c'est ça, c'est vrai, c'est fou, par contre, quand même. Oui, Hein. oui, 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 C'est ça se dingue. recoupe. Ah oui, ça Oui, se oui. recoupe. Mais oui. Voilà, oui, oui, ça se recoupe. Et puis, d'autre part, euh, il a eu d'ailleurs une de ses filles qui a été infirmière au sein de la Croix-Rouge. Son fils, d'ailleurs, physiquement, ressemble un peu à mon fils actuel, parce que Olindo Guerini, il faut savoir qu'on a des photos de lui du Second Empire, hein.
Il y a eu beaucoup de photos sur lui. Il était très connu en Émilie-Romagne, là, du côté de la région de Bologne. Il était très connu à l'époque. Il écrivait dans la presse, il était journaliste, il a écrit des pièces de théâtre. Et alors, il s'est passé un phénomène assez incroyable. C'est lorsque j'ai eu la révélation de Olendo Guerini, bon, j'ai vu le lien que j'avais effectivement avec lui, avec des phénomènes répétitif avec ma vie actuelle, c'est que je suis rentré en contact avec une journaliste italienne, Maria Vittaria Andrini, c'était en 2016, et elle venait de sortir une biographie pour l'anniversaire de la mort, le centenaire de la mort de Lendo Guerini. Et cette journaliste, j'ai décidé de la contacter et je lui ai envoyé un mail alors qu'elle se trouvait en gare de Bologne et elle attendait des acteurs qui allaient jouer une pièce d'Olendo Guerini. Et il faut savoir que cette femme était totalement athée et était assez fermée à la spiritualité. Et dès qu'elle a reçu mon mail lui annonçant que j'étais la réincarnation d'Olendo Guerini, elle a fondu en larmes et elle a été persuadée, dès qu'elle a vu mon mail, que j'étais la réincarnation d'Olendo Guerini, Mais c'est ça qui est alors fou, qu'elle n'avait parce pas que, du tout mais de c'est vrai, dimension mais elle aurait pu se spirituelle. dire qu'est-ce que c'est que ce type-là, il est perché, qu'est-ce qu'il raconte et Oui, tout, oui, c'est vrai. absolument. Bon, je lui Ben avais quand oui, même envoyé la liste de tous les oui, oui, livres j'imagine quand même, ouais, de forcément, oui. manière Tu vas voilà, pas y envoyer un qu'elle mail pense juste pour pas. dire ça, ouais. Et pour elle, c'était quelque chose, c'était Hmm. pour elle une révélation, quoi. Non, non, mais Elle c'est a eu, vrai, c'est fou ça quand même. Oui, voilà, oui, elle a eu une révélation là, et puis on a correspondu par la suite, oui. et elle m'a envoyé un mail me disant, oui, j'ai la perception que vous êtes bien la réincarnation d'Olindo Guerini. Mhm. Mais lui, il avait pris un pseudonyme aussi en tant que poète, c'est ça, Ah oui, Lorenzo oui, non, non, Stecchetti oui, ou voilà, il ça. a écrit pas mal de textes. Il mettait notamment Steketty, ça a été un Oui. de ses noms. C'était un de ses noms d'auteur. Mhm. Alors, soit il écrivait sous sa véritable identité, soit il utilisait pas mal également de pseudonymes. Oui, oui, oui. Et Mhm. alors, d'une manière assez très curieuse, mon père, quelquefois, me disait Steketty ou Stekeno, mon père actuel. D'accord. Ça veut dire oui ou non. Et il me disait comme ça, mais il savait même pas ce Il qu'il savait pas ce disait. que c'était justement, c'est Voilà, Ah ça oui, aussi. il ne sait pas Eh du tout oui, et il ne savait pas qu'il était en train de répéter le le pseudonyme pseudonyme. un des pseudonymes d'Olendo Ah ouais, ça Guerini. c'est fou quand même, c'est Alors vrai. il me disait Stekesi ou Stekeno. Mhm. Voilà, ça voulait dire je te dis oui ou je te dis non. Voilà. Parce que mon père avait un côté un peu fanfaron, il a eu beaucoup d'humour aussi également, donc on riait beaucoup à la maison lorsque nous étions enfants. Surtout, j'avais un côté assez pitre, donc j'imitais les gens, etc. Et Olendo Guerini aussi, on a découvert qu'il avait ce côté facétieux, etc. Et il y a des photos d'ailleurs assez amusantes où on le voit déguisé, etc. Et j'aime pas mal, et enfant, j'aimais beaucoup aussi me Ah oui, tu déguiser. vois, c'est ça aussi, Voilà, ça et je me correspond, balade quoi. souvent en Mhm. vélo dans Bordeaux avec un chapeau des bersaglieri italiens. Voilà, et donc j'ai beaucoup de succès avec. Oui. Et justement, suite justement à une balade que j'avais fait en vélo, avec le chapeau des Bersaglieri sur les quais de Bordeaux, j'ai d'un seul coup entendu une personne crier Bersaglière. Et je me suis retourné et je suis tombé sur un monsieur d'origine italienne dont le père avait combattu dans les Bersaglieri, justement, puisqu'il avait reconnu mon chapeau. Et donc on a engagé la conversation et peu de temps après, je suis tombé sur sa fille qui est médium et qui s'appelle Nathalie Chioffi et avec qui j'ai également eu des liens, je dirais, spirituels et également au niveau de ses connaissances en tant que médium, puisqu'elle est Oui. également guérisseuse et elle m'a soigné notamment d'un accident que j'avais eu en vélo. Ouais, en plus, oui, ouais, oui, c'est pareil, oui. tu le racontes, Ouais, ouais. voilà ce que j'allais dire. Et- Oui, oui. oui, Euh, ce qui est amusant, c'est que de fil en aiguille, c'est-à-dire que lorsqu'on détricote la chose, on tombe à chaque fois sur des phénomènes de synchronicité qui ne cessent de s'accumuler, comme d'ailleurs l'annonce très bien dans ses livres Pascal Lafargue, et comme l'annoncent généralement les médiums. C'est-à-dire lorsqu'on a ouvert une porte, d'un seul coup, il y a plein d'autres portes qui s'ouvrent. C'est un peu comme un domino bah qu'on fait c'est, tomber, oui, voilà, c'est ça fait ça. tomber tous les Hmm. autres. Et il y a des lieux aussi, Dominique, qui sont importants. L'église San Gecchino, je sais pas comment tu le prononces. C'est l'église ou le café Zanarini. C'est des lieux aussi qui ont été importants aussi.
Oui, alors il y a eu des lieux avec finalement avec Olindo Guérini, Mhm. mais également aussi en lien avec D'Annunzio. Il faut savoir que j'ai eu un prix littéraire dans la villa où avait vécu D'Annunzio Oui. et D'Annunzio qui était l'ami donc d'Olindo Guérini. Mhm. Et Mhm. cette villa, elle est au Moulot près d'Arcachon et c'est la villa Saint-Dominique, ça ne s'invente pas. Donc vous Ah voyez. oui, c'est Ça s'invente drôle. pas du tout, non, c'est sûr. Là, pour le coup, là, pas du tout. Et il faut savoir qu'enfant, j'ai eu une extase juste à côté de la villa d'Annunzio, enfant. J'ai eu une extase d'union alchimique avec l'univers. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'étais à la fois l'eau, la terre, l'air et le feu. Et, et à côté, il y avait un manège. C'était donc, je crois, en 66 ou en 67, au moment où mes parents sont installés dans la région bordelaise. Et il y avait un manège qui n'était pas très loin et ma mère a voulu m'amener dans ce manège après avoir eu cette extase, l'union alchimique avec l'univers. Et d'un seul coup, sur le manège, il y avait celui qui dirigeait le manège, souvent faisait descendre une sorte de tissu que les enfants essayaient d'attraper. Oui, le pompon, on appelle ça le Voilà, pompon voilà, en fait. Ouais. le pompon. Et puis alors moi, je refusais à chaque fois de l'attraper parce que je m'étais rendu compte que le manège, c'était, je dirais d'une manière indirecte, sans que je le sache d'une manière doctrinale et spirituelle, c'était finalement le cycle des renaissances. Et il fallait pas tomber justement à vouloir attraper ce tissu parce on allait tomber dans les illusions et s'attacher aux choses éphémères et futiles. Puisque les enfants, ça développait chez les enfants l'envie de vouloir attraper et ça développait véritablement, je dirais, ce qu'on appelle l'ignorance dans le bouddhisme, c'est-à-dire le désir et la répulsion, qu'il faut absolument Mm. transcender pour connaître l'amour ultime. Et à être au-delà du désir et de la répulsion, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de désir, mais ça doit pas venir, ça ne doit pas devenir obsessionnel, je dirais. Voilà. Mm. Et Mhm. à être le véritable amour est au-delà des désirs. Si on est simplement dans le désir amoureux, c'est un amour désir-répulsion où on peut à la fois aimer la personne et ensuite après la rejeter. Ouais, c'est Alors que ça. dans l'amour ultime, on élargit, on est au-delà de tout ça, de cette illusion, Mhm. puisqu'on finit par avoir de l'amour et de la compassion pour tous les êtres, C'est quels qu'ils soient, c'est ça. Ouais, puisqu'on prend conscience de leur ignorance dans un certain nombre de domaines, puisqu'ils souvent ils succombent justement, je dirais, aux émotions négatives. Mhm. Mais j'avais beaucoup entendu parler de ça, mais il y a longtemps, c'était par, tu sais, Arnaud Desjardins qui en avait parlé aussi. Oui. Mm. Oui, oui, Arnaud Desjardins était un auteur que j'ai beaucoup lu, Ouais, mais également moi aussi, j'ai beaucoup adolescent. aimé, ouais, pareil. Voilà, comme Guénon, Arnaud Desjardins et Denise Desjardins, qui, elle, s'intéressait beaucoup à la réincarnation, puisqu'elle pratiquait les laying, ce qu'elle appelait les laying, Oui, puisqu'elle faisait de la régression par hypnose qui permettait à Mm. des gens de revivre des phénomènes traumatiques qui étaient liés à des vies antérieures, et qui souvent, d'ailleurs, les libéraient dans la vie actuelle. Il y avait Ouais. et le docteur Jean-Pierre Schnetzer avait étudié, notamment, il connaissait bien Denise Desjardins, et il avait étudié notamment le cas d'une femme qui, bébé, dans cette vie actuelle, bébé, dès qu'elle elle était dans une poussette, dès qu'elle voyait des arbres, elle se mettait à hurler. Et par la suite, devenue adulte, elle ne pouvait pas rentrer dans une forêt également. Elle était en prise de panique, avec des crises de panique répétitives. Et finalement, je crois que c'est Denise Desjardins qui l'a fait régresser justement dans une vie antérieure où elle a découvert que sous la Révolution russe, elle avait été violée dans un bois. Et dès qu'elle a eu cette révélation-là, je dirais sa phobie qu'elle avait dans la vie actuelle a totalement disparu. Mm. ouais, il suffisait de C'était une comprendre vraie ce qui s'était connaissance. passé et travailler là-dessus, quoi. Oui, voilà, d'où venait justement cette Oui, oui, phobie. oui, d'accord. Alors ça peut être également transgénérationnel ou lié à notre propre famille dans la vie actuelle. Donc c'est pas uniquement, c'est pas forcément lié uniquement à une vie antérieure, hein. Je sais que dans Oui. ma famille, il y a eu certaines personnes qui avaient un certain penchant pour l'alcool et malheureusement ça a été répétitif dans mon entourage familial. Et finalement, je dirais ce lien négatif n'avait pas été brisé, quoi. Oui, ça arrive aussi, oui, c'est vrai. Mais tu sais, Dominique, toi, tu parlais italien, enfin, je veux dire, sans apprendre l'italien forcément, t'arrivais à parler limite Ah couramment, enfin, disons que j'ai voulu apprendre l'italien, mais j'arrivais à le lire très facilement. ah, voilà, d'accord, Voilà, d'accord. j'arrivais à le lire assez facilement.
quand elle parlait, malheureusement, j'ai voulu le parler. J'avais demandé à mes parents en première langue de parler l'italien. Mes parents étaient interloqués. Mais pourquoi il veut parler italien? Qu'est-ce qu'il a avec Ouais, son c'est ça, italien? quoi. Ouais, bah oui, oui, oui. Etc. Il nous enquiquine avec son italien. Ça, c'est Il nous possible. parle que de ça tout le temps, Mhm. celui-là. Il nous parle Oui. que de l'Italie. Bah oui, Mais c'est quoi le truc? déjà adolescent, mes Mm. parents en avaient. Enfin, mes parents aimaient bien l'Italie, donc ça allait. Ça allait quand Mais, même, oui. mais je dirais que c'était extrêmement répétitif, donc il finissait par moments en avoir marre. Donc, qu'est-ce qu'il a avec ces Italiens, toujours ces Italiens? Et finalement, voilà, donc on connaît la suite. Mais oui, oui, J'ai oui. Nawel sur le chat Bonsoir, Nawel. qui dit comment expliquez-vous les similitudes d'une vie à une autre par rapport à tes vies antérieures et comme quoi effectivement il y a quand même des synchronicités énormes dans chaque vie que tu as eue précédemment. Oui, ben ça, c'est ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire, on a des tendances qui vont être, je dirais, qui vont se suivre dans les vues suivantes. C'est-à-dire, c'est véritablement, on a eu des tendances qui sont très fortes, et on a cultivé des tendances au niveau du réservoir karmique de notre conscience. Ça va avoir effectivement des répercussions dans les vies suivantes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on retrouve notamment chez des enfants, par exemple, qui, dès l'âge de 4 ans, sont capables de jouer des partitions de piano, euh, Mhm. notamment chez Mozart, etc. On a regardé là récemment sur Internet là, une enfant là, qui devait avoir, je sais pas, 6 7 ans et qui était capable de chanter d'une manière merveilleuse. Un Alléluia, ce qui a d'ailleurs surpris toute la foule. Donc, il y a certainement un lien avec une vie antérieure. Oui. Même quand Merci les beaucoup. enfants, ils ont déjà ce qu'ils appellent l'oreille absolue, c'est-à-dire que voilà, qu'ils peuvent rejouer une partition ou rechanter quelque chose qu'ils viennent d'entendre à l'instant et qu'ils ne connaissaient pas Absolument, tout à l'instant fait. d'avant. C'est ce qu'on a retrouvé chez Mozart, etc., et chez d'autres musiciens, c'est-à-dire que des enfants qui ont un don inexplicable, alors qu'ils sont dans des familles qui ne sont pas du tout ouvertes à ce genre de choses. Et voilà, donc je citais le cas de cet enfant également qui décédait tout le temps des avions pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il reprenait, il était dans une famille qui était éloignée de tout ça. Donc voilà. Et après, il y a ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux phobies. Ça aide aussi, enfin, ça aide dans le sens que bah, on peut peut-être mieux comprendre ce qui nous est arrivé dans une vie précédente. Il y a la phobie des serpents aussi, tu en parlais aussi. Oui, Euh, alors ça, je vais pas trop en parler parce que ma femme a la phobie des Ah serpents. oui, non, on va pas. Non, bah, D'accord. c'était un exemple qui n'était pas très. Mais enfin bon, bah, Alors je par comprends. contre, j'ai eu la phobie de la conduite automobile parce qu'il faut savoir que dans cette vie, j'ai repassé au moins 5 ou 7 fois le permis de conduire. Ah oui, Or, il donc faut savoir déjà que ça. dans la vie précédente, l'Allemand en question est mort dans un accident de voiture. Eh oui, 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 Voilà, forcément. on Donc, va pouvoir d'ailleurs on va parler pouvoir aussi en de parler. Oui, l'Allemand, c'est ça, on va Angelo en parler aussi. Schmotter. Donc, il est né Voilà. en 1922, il est mort en 1950. Hmm. Alors ça, faut savoir qu'enfant, je dessinais souvent des avions dans la vie actuelle, des avions des avions de la Seconde Guerre mondiale. Et je Déjà, dessinais oui. souvent aussi des casques allemands aussi, ce qui d'ailleurs épouvantait mes parents. C'est ce Et que j'allais te également, dire. Tes parents, ils devaient se dire qu'est-ce que c'est que ça. Mais non, oui, franchement. Bon. j'espère que c'est pas la réincarnation d'Hitler, en C'est ce ça, cas, quoi. voilà. Non, non, même pas, non. Voilà, quelle Tant horreur. mieux, tant Et mieux. également, alors, il y a eu également un événement assez amusant, c'était dans le Tyrol, justement, ma mère faisait un séjour de ski. Il faut savoir que les jeunes Français qui étaient présents lors de ce séjour, c'était donc des adolescents, et le matin, il y avait des cours d'allemand qui étaient donnés par d'ailleurs un professeur euh, qui s'appelait Walter Korner, que j'ai bien connu, et qui avait fait la Seconde Guerre mondiale dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Et on était en 68, si j'ai bonne mémoire. Donc j'avais 8 ans à l'époque. Et il y avait eu les Jeux Olympiques d'hiver où les Français avaient raflé toutes les médailles avec Jean-Claude Tilly. Voilà. Et c'était les Jeux Olympiques, je crois, d'Innsbruck, où enfin, ça s'était passé dans la région du Tyrol. Et donc D'accord. le matin, donc ce professeur allemand avait donné des cours d'allemand à ces jeunes Français. Puis l'après-midi, il y avait le ski, donc l'après-midi. Et il utilisait un tableau et le lendemain du cours, il découvre sur le tableau des croix gammées dessinées et des casques allemands.
Donc, il est rentré dans une colère noire. Il a dit, c'est les étudiants avec l'élan contestataire de 68 qui se révoltent et qui veulent mettre en cause mon passé, etc., du fait que j'ai fait la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, il y a une enquête qui a été menée et finalement, mes parents ont découvert que c'était moi qui avais dessiné les casques allemands et les croix gammées sur le tableau. Et le professeur allemand, Walter Corner, a dit: «Oh, schön, gentil petit garçon.» Voilà. D'accord, Il oui. avait été pris d'affection Il a été pour pris. moi. C'est ce que j'allais te dire, au moins, voilà, comme ça va finalement, ça Voilà, s'est donc bien passé par la suite, oui, quoi. oui, ça s'est bien Ouais, passé par la suite. Il s'est Mm, dit, voilà, mais oui, pour lui, c'était totalement aussi incompréhensible, surtout qu'il était très catholique, donc les oui, phénomènes de réincarnation, à mon avis, il n'y a même pas pensé. Il s'est c'est dit, ça. mais comment ça se fait que ce petit garçon dessine ce genre de choses Bah, sur un c'est vrai que c'est tableau, intriguant quand etc. même. Mais Oui, alors, oui, oui, oui. Dominique, excuse-moi, parce que tu sais, je comprends. Enfin, j'ai une question. Parce que ça veut dire, entre les incarnations, il n'y a pas beaucoup de temps, d'années de passé, en fin de compte. Alors, pas forcément, ça dépend. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les âmes errantes, c'est-à-dire des gens qui sont attachés à des endroits et qui Oui. restent fixés à l'endroit. Et ça peut durer durant. Il y a eu le cas, notamment le Karmapa, le précédent Karmapa, le 16e, il s'est retrouvé dans un lieu où des Indiens avaient été massacrés par les tuniques bleues Mhm. au Mais c'est parce 19e qu'il sera siècle. toujours vivant ou quoi? C'est quoi le truc, non? Ah bah voilà, oui, oui, C'est parce ça, qu'ils hein? ont eu une mort Ça, violente. ouais. Ils ont eu une mort Mhm. violente. Et donc, il y a eu le cas de soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale qui avaient hanté des forêts en Birmanie. Et les gens n'osaient pas y aller parce qu'il y avait des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire ils jetaient des pierres. Voilà. Et donc, les Birmans n'osaient pas aller dans la forêt et, parce qu'il y avait ces soldats japonais qui avaient été tués par un bombardement et qui étaient restés, qui n'avaient pas pu, je dirais, évoluer spirituellement et qui étaient restés ancrés à l'endroit où ils étaient. Et j'ai eu le cas d'un ami là, qui est géobiologue et qui utilise des antennes de Lechter, hein, Mhm. à Luzan, qui a écrit d'ailleurs des livres sur la géobiologie et qui s'est retrouvé sur un ancien champ de bataille de 14-18. Et avec son antenne de Lechter, il a eu des perceptions où il voyait des combattants répéter des scènes d'assaut pendant la Première Guerre mondiale. Donc, Mhm. c'était exactement ce qu'on appelle des amérantes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pu accéder, je dirais, à des niveaux astrales leur permettant d'atteindre des terres de lumière ou de pouvoir se libérer du lien, du lieu auquel ils sont attachés. C'est pour ça qu'il y a souvent aussi dans les châteaux hantés, les châteaux sont hantés, parce que souvent, ce sont souvent des personnes qui sont attachées aux biens matériels dans le château et qui n'arrivent pas à s'élever spirituellement et qui sont restés totalement attachés au château. Il y a eu le cas aussi de Shamarpa, qui était un grand maître tibétain de notre lignée également. C'est le deuxième grand maître de la lignée. Et Mhm. il s'est retrouvé une fois en Dordogne devant un château. Il faut savoir que notre lignée a un grand centre qui est Dakpo Kagyu en Dordogne. C'est là où se sont implantés pas mal, d'ailleurs, en Dordogne, pas mal de centres bouddhistes, hein, aussi Ouais. bien Zen que Theravada ou que Vajrayana. Et donc, ce maître Shamarpa se trouvait en Dordogne. À un moment donné, il s'est trouvé devant un château où il y avait quelqu'un qui s'était défenestré. Et la personne qui s'était défenestrée répétait ça depuis des siècles, etc., dans un cycle infernal. Et finalement, il a réussi à libérer par une pratique spirituelle où il a pu, je dirais, se libérer de ce cycle et essayer de gravir les échelons vers l'échelle de lumière. D'accord. Alors, je regardais, excuse-moi Myriam, parce que si elle a des questions au cas où sur le chat, parce que moi je suis tellement à fond. Non, c'est bon. Dominique, désolé, moi je suis à fond dedans, hein, dans le sujet, parce que je suis intrigué, tu sais, par tout ce que tu nous expliques. Alors, donc on peut continuer si tu veux avec On la peut vie. continuer, ouais. On peut continuer avec la vie donc de Hans Oui, de Wolfgang. l'allemand. Voilà, c'est ça. Alors Heinz Wolfgang Schnoeffer est né à Cole en 1922. Et alors, ce qui est très intriguant, c'est que bien qu'il soit allemand, il avait une passion inexplicable pour l'Italie. Et il faisait souvent régulièrement enfant des dessins de, de, de Vinci, de Léonard de Vinci. Il était passionné par la Renaissance italienne, par la littérature italienne, et également par la Première Guerre mondiale, parce que son père avait participé à la Première Guerre mondiale. Donc il avait un attrait à la fois pour l'Italie et pour la Première Guerre mondiale. Et notamment une passion pour l'aviation. Il trouvait que qu'en s'élevant dans les airs, il atteignait des états de plénitude.
spirituelle. Et d'autre part, il avait également, ce jeune Allemand, un attrait très profond pour la spiritualité, mais dans une dimension mystique. C'est-à-dire, il rejetait tout ce qui était bigoterie, intégrisme, etc. Mais il avait véritablement une dimension spirituelle à travers l'œuvre de Maître Eckhart, qui a été un grand mystique rhénan du Moyen Âge et dont la spiritualité est très proche du bouddhisme. Et donc, ce jeune Allemand avait également un attrait véritablement à la fois pour la mystique, donc pour l'Italie et pour l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il a fait une carrière militaire hein, dans la Luftwaffe. Il est rentré dans l'armée de l'air allemande et il a participé à la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand on le voit en photo, d'ailleurs, ce qui m'avait marqué par la suite, alors il faut savoir que moi, je l'avais vu plusieurs fois en rêve, mais sans savoir qui c'était. Hmm. Et je l'avais vu en compagnie de deux autres Allemands en uniforme également. Et j'ai découvert par la suite qu'il avait piloté un avion, un Messerschmitt 110, et c'était un avion où il y avait 3 membres d'équipage dans l'avion. Et à l'époque, je ne le savais pas. Je le voyais toujours déambuler dans la rue avec les deux autres Allemands, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce Bosch que je vois de manière récurrente dans mes rêves et qui déambule dans la rue en uniforme de la Luftwaffe. Mais je ne savais pas qui c'était. Et finalement, c'est Pascal Lafargue qui m'a dévoilé le nom. Je suis allé sur Internet et j'ai découvert que c'était l'Allemand dont j'avais rêvé quelques temps auparavant, sans savoir qui c'était. Donc, c'était extrêmement intriguant. J'avais rêvé également de sa maison également où il était né. C'était à Cole, une maison bavaroise typique, avec des boiseries et également des blasons apparents sur les murs et également des boiseries extrêmement bien sculptées, enfin les maisons qu'on peut voir en Bavière et dans le Tyrol également. Et donc, il a grandi donc, dans une famille qui était spécialisée dans le commerce du vin. Et il a eu je dirais, il s'est tourné vers la carrière militaire. Et il faut savoir, quand on le voit physiquement, il n'a pas du tout le visage dur et arrogant d'un officier allemand de la Seconde Guerre mondiale, mais il a un regard très doux et également souriant et apaisé, justement. Donc, c'est ce qui m'avait marqué également. Mais dans ton Et livre, il y a les photos, parce que moi, je peux pas évidemment excuse-moi, je peux pas me représenter. Myriam, toi, tu sais, s'il y a des photos des oui, oui, personnes. alors il y a la photo de l'italien et Ah oui, 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 d'accord. il y a la photo de l'allemand. Ah oui, ça c'est Et bien c'est pour se curieux parce qu'ils ont représenter. tous les deux le même regard et qui est également le même regard que j'ai également aussi. Alors ça, c'est une Ça c'est médium fou, ah ouais, c'est quand même c'est c'est intriguant une quand même. médium qui me l'a dit récemment et qui est Hmm. spécialisée sur le regard. Ah Justement, elle oui, en travaille sur plus, le regard oui. des gens pour voir justement leurs incarnations précédentes. Donc, et elle m'a dit que ça correspondait totalement aussi bien à l'italien que l'allemand et que moi. Donc, c'était tout à fait extraordinaire. Ben Alors, il faut oui. savoir qu'il était pilote de chasse de nuit. C'est-à-dire il n'a mené aucune opération agressive extérieure. C'est-à-dire il protégeait les populations civiles des bombardiers, des bombardements sur les populations civiles. Il faut savoir que l'Allemagne a subi des bombardements très durs durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'un certain nombre de villes françaises, et c'était des bombardements de terreur qui avaient pour but de tuer les civils. Il faut savoir qu'il n'y a eu que 5% de la production militaire allemande détruite durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la plupart des grandes villes allemandes ont été rasées avec plusieurs centaines de milliers de civils qui ont été tués. Et lui protégeait les civils, c'est-à-dire il intervenait de nuit avec son Messerschmitt 110 et ses 2 membres d'équipage, et il abattait les bombardiers qui envoyaient des bombes sur les civils. D'ailleurs, les Anglais lui ont même rendu hommage après la guerre, puisqu'ils sont venus le féliciter, et ils l'avaient surnommé l'ange gardien de Saint-Gon, qui était une base où il Ah se oui. trouvait pendant la guerre. Ça c'est bien. Mais alors toi, tu rêvais aussi d'aviation aussi Voilà, de. tout à fait, oui, Hein. oui, et C'est puis pour je en venir aussi dessinais à ce que tu disais dans ton régulièrement. livre. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, Quoi. et puis je dessinais constamment des casques allemands. Alors Voilà, ça, oui. je ne comprenais pas pourquoi. Il faut savoir qu'en 1950, donc il avait survécu, il a abattu 121 bombardiers alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été l'as des as de la chasse de nuit. Et ensuite, il se trouve qu'adolescent, je me suis retrouvé à Hambourg, qui est une ville qui a été totalement rasée pendant la guerre. À Hambourg, donc c'était en 76 exactement. Euh, et c'était lors d'un séjour également touristique qui avait été organisé par ma mère. C'est-à-dire ça se passait en Allemagne, en Hollande et au Danemark et en Belgique. Et pendant ce voyage, je me suis retrouvé dans un café où il y avait un des premiers jeux vidéo qui notamment simulait des combats aériens.
Et moi, à l'époque, j'étais tout jeune, hein, donc j'ai pris les commandes de ce jeu vidéo et je suis arrivé à à des scores tellement extraordinaires en abattant des avions sur ce jeu vidéo que tous les gens dans le café se sont à un moment donné, ils étaient tous autour de moi, et ils regardaient ça d'une manière avec fascination, et ils m'ont offert une grande shopping de bière. Ah ben Voilà. voilà, tu vois. Voilà, Mm. c'est-à-dire j'avais encore l'instinct, je dirais, du chasseur qui avait justement abattu un grand nombre de bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a été démontré aussi qu'il n'a jamais été membre du parti nazi et qu'il avait même sauvé des Juifs pendant la guerre. Il avait utilisé le grade qu'il avait obtenu, il était commandant tout jeune, et il avait eu les plus hautes décorations allemandes durant ce conflit. Et il s'en est servi justement également pour cacher des opposants Mhm. au régime du fait qu'on ne pouvait pas le suspecter Bah, c'est d'être. ça que lui, on pouvait pas, non, Voilà, ça c'est sûr. voilà, Ouais, on ouais, pouvait pas le forcément. suspecter de Mais ça. ça veut dire dans Mais tes rêves, tu sentais des... néanmoins, il a quand même été rattrapé par son karma parce qu'il a quand même tué des gens pendant la guerre, Hmm. des Bah oui. pilotes anglais notamment, même qui avaient bombardé des civils. Et donc, il a eu un accident de voiture en 1950 à Jauge, exactement, Hmm. pas loin de l'endroit où a vécu justement celui qui dirige la chaîne BTLV. Et de manière assez curieuse, lorsqu'il m'a interviewé là-dessus, Bob Belanca. Et donc, il a eu un accident de voiture à un croisement, c'est-à-dire il y a eu un refus de priorité d'un camion qui a freiné, et le camion transportait des bouteilles de gaz. Et il y a une bouteille de gaz qui a quitté le camion et qui a frappé le chauffeur à la tête, qui était dans une voiture décapotable. Et il était dans la région de Bordeaux parce qu'il avait repris la société de ses parents. Son père était décédé pendant la guerre, la société de ses parents qui était spécialisée dans le commerce du vin. Donc, des vins du Rhin, mais également des bons vins français. Et donc, il s'était rendu à Bordeaux justement pour renouer les contacts avec les familles des propriétaires de grands crus. Et c'est à ce moment-là où il a eu l'accident de voiture. Il a été touché à la tête, fracture du crâne à Jauge, donc au sud de Bordeaux. Et il a été ensuite hospitalisé à l'hôpital Saint-André. Et à l'hôpital Saint-André, il est décédé 2 jours après, au mois de juillet, donc au mois de juillet, mi-juillet 1950. 1950, ouais. Mais Voilà. Et dans alors tes là, rêves, Dominique, tu entendais des voix radio en allemand, des odeurs je sais pas, j'ai de eu moteur, plusieurs des fois trucs comme ça. des flashs Oui, des flashs, visuels. des Je flashs. Ouais. voyais sur des murs des slogans allemands écrits en gothique. Ah oui, Et j'ai fait voilà. tout de suite le rapprochement avec des slogans à l'époque du nazisme. Et en plus, j'avais une passion donc, pour les casques. Schnaufer est mort d'une blessure à la tête. Donc, déjà enfant, je collectionnais des casques militaires, et pas uniquement allemands, mais de tous les pays. Et il y a eu d'ailleurs une anecdote assez amusante. Il y a eu une famille, des amis de mes parents, les Wittmer, qui étaient d'ailleurs très à gauche et très antimilitaristes, et qui disaient à chaque fois, mais arrête d'acheter des casques à ton fils, tu vas finir par en faire un facho. Voilà, c'est ce qu'ils D'accord. disaient. Et eux allaient régulièrement à la fête de l'humanité, hein, c'était des Ah communistes bah très forcément, disciplinés. bah oui, ah bah tu Voilà. m'étonnes, forcément. Donc, et alors, mais il faut savoir qu'ils allaient également à la brocante. Ils adoraient les brocantes. Ah Et bah une fois, oui. ils vont au Puce à Paris et ils voient un casque allemand. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le casque pour me l'offrir. Tu vois, ça comme quoi, tu vois, hein, comme, voilà Ah quoi. Voilà, ils étaient rattrapés C'est par le rattrapé comme phénomène ça. du karma, Eh alors oui. qu'ils avaient un véritable repoussoir vis-à-vis de ça. Surtout que le père de l'ami de mes parents avait fait la Seconde Guerre mondiale dans la résistance, donc il avait grandi dans l'esprit de la résistance. Et ah il oui. faut savoir que dans la famille actuelle, dans ma famille actuelle, il y a un lien très profond avec l'aéronautique. Mon père était ingénieur en lien avec l'aéronautique. J'ai un de mes frères, Gilles, qui a fait son service militaire dans l'armée de l'air. Mon autre frère, Pascal, a été pilote d'avion civil, et il a fait son service comme gendarme de l'air. J'ai eu un grand-oncle qui a été aviateur héros de la France libre, qui était au groupe de bombardiers Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai eu un oncle, Guy Benoît, qui a fait son service dans l'armée de l'air et qui était ingénieur dans l'aéronautique. C'est-à-dire, j'ai pris renaissance dans une famille qui était totalement, je dirais, pénétrée par l'aéronautique.
Mhm. C'est-à-dire le lien karmique que j'avais développé durant la Seconde Guerre mondiale en tant que pilote d'avion a été répétitif avec la famille dans laquelle je suis. J'ai pris C'était renaissance, actuel. c'est-à-dire la famille Lormier, Hmm. avec un lien profond avec l'aéronautique. Et en plus, j'ai vécu enfant à quelques kilomètres de l'endroit où j'étais mort dans la vie précédente. C'est vraiment absolument incroyable, puisque j'ai habité Pessac, qui se trouve seulement à quelques kilomètres de Jauge, à l'endroit où j'étais décédé. Et il faut savoir qu'enfin, dans cette vie actuelle, je jouais régulièrement à la guerre, etc. J'étais vraiment passionné par la Seconde Guerre mondiale et j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus. Ouais, Ouais. sur ce domaine, oui. Oui, oui. Et alors, autre C'est... phénomène assez incroyable, c'est-à-dire le jour de la date anniversaire, 70 ans après la mort de d'Heinz Goldschnoffer, j'ai été renversé par un vélo alors que j'allais faire un footing près du parc bordelais, pas très loin de l'endroit où j'habite. J'ai un vélo qui m'a frappé au mollet gauche et j'ai été renversé. Il faut savoir que l'unique blessure de guerre qu'a eu Heinz Wolfgang Schnoffer, ça a été une balle C'est au pour mollet le gauche. gauche. Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est encore de plus incroyable et de plus troublant, c'est que suite à cet accident de vélo, il y a eu une suspicion de phlébite. Donc, j'étais hospitalisé à l'endroit même, à l'hôpital Saint-André et dans la chambre où était décédé 70 ans plus tôt Heinz Wolfgang Schnoffer. Voilà. Ah oui. C'est incroyable. Ouais, c'est Et vrai. Non, mais c'est vraiment Pascal c'est un truc Lafargue dont m'avait dit, tu vas avoir des phénomènes de synchronicité incroyables. Et effectivement, c'est ce qui s'est bah passé. là, c'est vraiment de la synchronicité, oui, ça c'est sûr, tu Ah peux pas oui, oui, tomber non, mais mieux, hein. c'était incroyable. Ça c'est sûr. Oui, oui. D'accord. Myriam, vas-y, hein, s'il y a des questions, ou toi aussi, hein, Bah, parce moi, que... j'avais une question justement concernant les années 70, là où tu as été en Écosse, Oui, parce que ça aussi, ce passage, il est intéressant. oui. Et je voudrais savoir, avant que tu nous le racontes un peu, euh, si ensuite, plus adulte, tu es retourné justement sur ces endroits-là, ou est-ce que tu as Oui. été... Alors, ma mère avait fait un séjour en Écosse dans les années 70 et je me suis retrouvé dans un château où je suis persuadé que c'était dans le château où j'avais vécu dans une vie précédente parce que j'avais été chevalier en Écosse. Ça m'a été dévoilé par Pascal Lafargue. Et il faut savoir qu'enfant également, dans cette vie actuelle, je dessinais constamment et aussi des dessins de chevalerie. J'avais une passion pour la chevalerie, non seulement pour la Seconde Guerre mondiale, mais également pour la chevalerie. J'étais constamment déguisé en chevalier, les chevaliers, tout le temps les chevaliers. Et lorsque je me suis retrouvé dans ce château en Écosse, j'ai eu la sensation d'y avoir vécu. Donc ça a été, je dirais, assez troublant, et alors que j'étais adolescent à l'époque, hein. Et, et d'autre part, dans une vie précédente, j'ai été également aussi bénédictin, moine bénédictin, et je pratiquais beaucoup l'oraison, qui est la mystique chrétienne et la méditation chrétienne. C'était Lanfranc, qui a été une personnalité connue au Moyen Âge, puisqu'il a été le confesseur de celui qui a envahi avec la Normandie, qui était Guillaume le Conquérant. Donc j'ai été son confesseur et j'ai été également évêque de Canterbury par la suite lorsque l'Angleterre a été envahie par les Normands. Donc, et j'avais également une passion aussi pour la mystique chrétienne, enfant dans cette vie actuelle, et qui avait donc des réminiscences karmiques avec une vie précédente. Et ça m'avait été dévoilé également par un lama qui est lama Namgyal, qui est le premier lama français, qui a fait plus de 20 ans de retraite et qui a un très haut niveau de spiritualité en tant que retraitant et au niveau de la méditation, et qui m'avait dit que j'avais vécu à la fois en Italie puis en Angleterre en tant que moine bénédictin. Oui. Et donc, est-ce que Et tu es donc, retourné voilà, c'est ce que après, j'allais dire. justement, adulte, quand tu avais fait ces voyages enfants ou adolescents dans les autres pays? Oui, ben, alors en Angleterre, j'y suis retourné adolescent, en Angleterre, en Grande-Bretagne. J'ai même été dans la ville de Bath, là, qui est pas loin qui est dans le sud-est de l'Angleterre. Et j'ai été également, mais là, j'ai pas eu de souvenir particulier. Néanmoins, il y avait un souvenir qui m'avait quand même marqué, c'est que j'avais vu des ruines de bâtiments anglais qui avaient été bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, je sais que ça m'avait touché, ça m'avait marqué. D'accord. Et c'était certainement en lien avec les bâtiments que j'avais pu voir en Allemagne, de bâtiments qui avaient été également détruits par des bombardements aériens. Voilà, à ce niveau-là.
Et puis sinon, concernant un corps Schnaufer, je pense avoir tout dit, c'est-à-dire, Bah là, je pense, bah, de toute façon, après, dans ton livre, le principal, c'est de le lire, hein, voilà, parce que c'est voilà, important faut le aussi. lire en fait. C'est important. Voilà. Mais tu Et sais, il y a Dominique, encore je plein voulais d'autres ça. choses dans le livre, il y Ben a oui, beaucoup d'autres choses que je n'ai pas dévoilées c'est et ça. qui sont dans le livre. Voilà, Par donc contre, tu sais, Dominique, je voulais savoir, tu sais, tu parles aussi de la vie médiévale du Graal, vie médiévale, enfin un peu fugace aussi, oui, c'est ça? oui, Parce que moi, oui. ça Ah ben, m'intéresse. Tu sais, je suis à fond là-dedans, Dominique. J'aime beaucoup tout ce moi qui j'étais est fasciné Graal. par le Graal, Ah, mais moi justement. aussi, c'est pour ça. Bah alors Voilà. voilà, quoi. Et Oui, oui, il y a un film d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé qui était sur les chevaliers, la table ronde oui, de Borman. Là, c'est un auteur américain et qui a fait un film là-dessus sur les chevaliers de la table ronde. Et c'est un film qui m'avait fasciné adolescent et qui était sur les chevaliers, la chevalerie, etc. Et oui, d'ailleurs, oui, enfant, on habitait à un moment donné à Étampes avant d'arriver à Bordeaux, après la région parisienne, c'est-à-dire dans l'Oise. oui. Et il y avait une tour templière. Et j'y allais pratiquement enfant tous les matins pour me ressourcer là-bas. Je sentais qu'il y avait Ah oui, d'accord. Mais c'est une vrai que c'est énergie ressourçant, hein. extrêmement forte. Hmm. Et j'ai un lien visiblement aussi avec les Templiers, puisque j'ai même Ah oui. rencontré un Templier cet été qui appartient à l'Ordre du Temple, puisque l'Ordre du Temple existe Hmm. toujours. Enfin, et C'était où dans l'Oise, tu dis? c'était à Étampes. À Étampes, Étampes, c'est dans l'Essonne, non? ah oui, dans l'Essonne, pardon, je me trompe. C'est dans l'Essonne. Voilà. D'accord. Voilà, c'est dans l'Essonne et j'ai vécu un an là à Étampes Ah, et d'accord. j'allais régulièrement m'amuser là-bas dans cette tour templière qui avait servi également durant la Première Guerre mondiale d'entrepôt pour les munitions aussi. Oui, oui. Donc là, tu aurais eu une vie aussi à cette époque-là. Et puis par rapport au Graal, où je fais de la table ronde et tout. Ah, ça, c'est ça. Eh ben, de toute façon, la chevalerie, de toute La façon, chevalerie. le but de la chevalerie, c'était d'atteindre le Graal Ah bah intérieur. c'est ça, quoi. C'est-à-dire, Non, parce voilà, que donc tu as raison de le dire, Dominique, c'est super important. Parce que les gens pensent toujours que c'est vraiment physique. Mais non, c'est vrai, tu as raison de non, le non, dire. c'est le C'est Graal intérieur. intérieur. C'est-à-dire Oui, oui. ce que cultivaient également les samouraïs japonais, etc., c'est-à-dire de détruire surtout l'ennemi intérieur, c'est-à-dire Mhm. l'ennemi qui cause justement la violence, etc. Et que certains chevaliers, notamment les ordres religieux, j'ai écrit d'ailleurs un livre sur les ordres religieux, les ordres militaires religieux chrétiens. On m'avait commandé un livre là-dessus, notamment les Templiers, les chevaliers teutoniques, etc. Et justement, ils expliquent bien que le plus important, c'est de découvrir, je dirais, l'ennemi intérieur, bien sûr de combattre l'ennemi extérieur lorsqu'il est véritablement menaçant, mais surtout de combattre l'ennemi intérieur, qui est le but d'ailleurs de toute Mais on spiritualité. continue toujours de toute façon là, hein, en ce moment. C'est ça, hein. Ah, absolument, tout à fait. Eh Nous oui, sommes dans l'actualité. oui, oui. Mhm. C'est ça. Oui. Mais là, Euh, on voit beaucoup de gens qui combattent l'ennemi extérieur. Là. Oui, non, Ils mais n'ont là, là on est d'accord, ils n'ont Dominique. pas couvert, ils Non, n'ont pas découvert l'ennemi intérieur, c'est ou ça. ils en sont esclaves de l'ennemi intérieur. Mais il faut qu'ils le trouvent, hein. Enfin, et qu'on le trouve tous, c'est le but, non? Enfin, voilà, quoi. Bah, ça, Euh, peut-être pas dans cette vie-là, mais dans Oui, c'est d'autres. ça, quoi. Oui. Et De tu toute parles. façon, moi, je n'ai pas une grande fascination pour le monde dans lequel je vis. Hein. Hmm. Jésus a cette phrase tout à fait éclairante, je ne suis pas de ce monde. Ah oui, c'est C'est-à-dire, vrai aussi, oui, il est présent dans ce monde, il faut être Hmm. actif, bien entendu, dans ce monde, mais ne pas y être trop attaché également, parce que de toute façon, c'est lié à l'impermanence. Il y a ce qu'on appelle Mhm. les quatre illimités dans le bouddhisme, c'est-à-dire la notion Ouais. d'impermanence, à savoir que toutes les choses changent d'instant en instant. Mhm. D'ailleurs, le bonheur est totalement fugace, et il peut être remplacé par le malheur, etc. Et donc, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire, si on a suffisamment de recul par rapport à ce genre d'événements, on vit beaucoup mieux. Si on est, je dirais, dans l'attachement d'un bonheur terrestre, on va énormément souffrir parce que ce bonheur, de toute façon, va disparaître un jour ou l'autre. Et j'ai pu l'expérimenter là récemment parce que j'ai eu le malheur en 2021 de perdre mon père, ma mère en 2022 et un de mes frères en 2023. Et je me suis rendu compte à quel point ma pratique du bouddhisme de 30 années m'avait énormément aidé pour surmonter justement cette épreuve extrêmement dure parce que j'étais dans l'acceptation justement du changement et de l'impermanence. Et que je Mhm. savais également que la vie continue après la mort également. Donc, je n'avais pas d'inquiétude à ce niveau-là, alors qu'il y a eu Non. d'autres membres de ma famille qui, eux, étaient
très attachés aux choses de ce Au monde, bien matériel et de tout. Ouais. matériel, Mm. et qui, eux, ont vécu l'événement d'une manière beaucoup plus dure. Et oui, je comprends. Et oui, bah écoute, en tout cas, Dominique, franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu nous dis, hein, pour tout ce que tu nous expliques, parce que c'est passionnant. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé ton livre. Myriam, tu me dis toi aussi, pareil. Donc Ah voilà, oui, ouais. faut le dire quand on aime, quand ça nous plaît, faut le dire. Voilà. Donc Eh ben voilà, c'est important. c'est Faut dire, important. Ouais. Oui, c'est oui. important de dire que l'on s'aime, Mais oui, que c'est l'on vrai. aime, C'est vrai, que c'est l'on vrai. aime, Parce que l'on aime. Oui, oui, oui. Oui. J'avais une dernière question quand Vas-y, même par Myriam. rapport toujours aux pays étrangers ou même en France ou des endroits où tu avais jamais été et adulte ensuite avec les rêves que tu as faits, est-ce que ça t'a emmené vers d'autres villes, vers d'autres pays? Est-ce que tu as eu d'autres rêves prémonitoires, si on peut dire ça comme ça? Alors, j'en ai eu beaucoup concernant l'Italie, l'Allemagne. Euh, Également, je dirais que j'ai un peu des dons un peu des dons de clairvoyance, c'est-à-dire il m'arrive de voir des événements qui sont liés à des événements passés. Et je me rappelle qu'enfant, notamment, on s'était retrouvé sur un endroit où il y avait eu des combats pendant la Première Guerre mondiale. Et on était dans un voyage, c'était un voyage en bus, et le bus s'est arrêté à cet endroit-là. Et j'ai dit, il y a eu des combats là pendant la Première Guerre mondiale. Et mes parents étaient avec un groupe d'adolescents et tout le monde me riait au nez en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je suis allé me balader un petit peu dans la campagne à ce moment-là et je suis revenu avec des obus, etc. Et là, mes parents étaient totalement effarés. C'était C'est des obus sûr. qui avaient été déterrés du champ de bataille par les cultivateurs et que moi j'avais ramené pour leur dévoiler à mes parents qu'il y avait bien eu des combats à cet endroit-là. T'as pris des risques hein, quand même. Quand même, oui, 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 Mm, oui, oui. c'est sûr. Mm. Bah écoute, Et en tout cas, surtout, pour d'autres endroits, non, c'est surtout focalisé là sur ce qui est présenté dans le livre, c'est-à-dire les endroits Mhm. que je présente dans le livre. Mais je vais peut-être en D'accord. avoir d'autres dans le futur, ça c'est tout ah, à ça c'est fait. possible par contre, ça. Voilà, Puis bon, tout à quand fait. tu te Bon, je réincarneras, sais également que j'ai été moine bouddhiste dans une mm, autre vie, ça m'a été c'est dit ça. plusieurs fois, Et puis non mais et puis en c'est plus la quand tu vas facilité que j'ai eue pour la méditation. quand tu vas te réincarner plus tard, tu vas te souvenir de cette vie-ci, peut-être de ce moment-là, donc c'est bien aussi comme ça. Voilà, C'est voilà, pas tout mal. à fait. Voilà. Non, vraiment, Dominique, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous as expliqué, pour cette belle émission. Et puis, bah, donc, bien sûr, on recommande ton livre, hein, Myriam et moi, donc pour les auditeurs, Ah bah oui. donc livre Bah, de Dominique merci à vous Lormier. pour la qualité de cette émission, la qualité de vos questions et votre chaleur humaine qui m'a beaucoup touché. Bah, c'est très gentil, merci Bah, beaucoup. merci. 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 Donc le livre hein, de Dominique, hein, donc sur les traces de mes vies antérieures et autres récits fascinants de la réincarnation. Donc c'est aux éditions Symbiose. Hein, donc n'hésitez pas les amis, hein, vraiment. C'est voilà, c'est passionnant. Donc Dominique, merci. Bah, et puis écoute, à une prochaine fois si tu as envie. Eh Eh bien ben, on est là. Hein. avec le plus grand plaisir, surtout que maintenant je suis devenu un peu plus performant grâce à mon épouse pour utiliser mon ordinateur pour être en lien avec Ah vous. ben on remercie Inès. Hein, Ah d'ailleurs bah, c'est vrai que c'est elle qui merci. nous a aidés Mes pour. compétences dans ce domaine Voilà. sont assez médiocres. Bon écoute, tu es là, c'est le principal. Voilà. Bon, on se dit à très bientôt et À très merci bientôt et encore. merci. Bonne nuit, dormez Merci. bien surtout. Au revoir. Bonne nuit également à vous. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus.